quand le frère rentre, parce qu'il y a beaucoup de frères qui m'ont posé des questions depuis longtemps, et je leur disais que le frère sera là, Inch'Allah Ta'ala. J'espère que les frères sont là. Si le frère rentre, et que les frères reviennent me voir, parce que je sais de quoi je parle, parce qu'il y en a, ils vont attendre après, mais imam, le frère, il est un peu... son discours, il était un petit peu louche et ceci et cela, non? Je le dis clairement. Ouais, mais je te connais, toi. Ouais. Il attend que ça, je le connais. S'il vous plaît, il est là. Après, dès qu'il rentre, c'est fini. Quelqu'un qui vient me voir, je lui donne les coordonnées, Inch'Allah, du frère, s'il nous le permet, Inch'Allah. Donc, soyons... Moi, je pense à quelqu'un. Bismillah. Donc on va reprendre, Inch'Allah. Alors ce que je vous propose de faire, c'est que, en fait, à main levée, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a quelques questions qui sont des questions qui reviennent tout le temps. Donc, ce que je peux faire, c'est en citer quelques-unes. Si vous me dites à main levée ou avec un pouce comme ça, c'est bon, en gros, c'est des questions majoritairement que tout le monde se pose. À ce moment-là, c'est pas la peine de faire passer le... En fait, dans un second temps, on fait passer le micro. Peut-être je peux faire au moins 3-4 questions déjà que tout le monde se pose. Déjà, il y a une question que beaucoup posent. C'est la question de l'origine des fonds. Dans les opérations de financement immobilier, Murabaha, je vous ai expliqué que c'est une banque qui achète et qui revend. Donc une banque qui, première étape, qui achète. Qui dit achète, dit que voilà, elle va utiliser des fonds. Et souvent on nous pose la question, mais puisqu'on parle de la France, mais de quelle banque s'agit-il? Il n'y a pas de banque islamique en France, donc forcément on parle de banque classique. Mais alors comment est-ce possible qu'une banque classique fasse une opération de finance islamique? Elle va acheter une maison, la revendre, mais elle l'achète in fine avec de l'argent qui n'est pas propre. Ça, c'est une question que vous vous posez ou je me fais des films? Ouais. Ok. Donc, sur la question de l'origine des fonds, il y a plusieurs éléments de réponse. Je vais aller directement à ce qui est pratiqué aujourd'hui en France. C'est qu'en fait, il faut garder à l'esprit qu'une banque classique, une banque conventionnelle, elle a des sources de fonds qui sont illicites et des sources de fonds qui sont licites. D'accord? Donc, typiquement, lorsque on met en place le financement immobilier Murabaha avec une banque en France, on leur impose en fait 3 choses. Principalement 3 choses. La première, c'est que les contrats spécifiques au financement Murabaha qu'on a mis en place avec des avocats, des notaires, évidemment avec les chouurs, donc un comité de conformité éthique qui est composé de savants qui sont spécialisés dans la finance islamique, qui contrôlent tout ce qu'on fait, et donc qui certifient la conformité sur le plan du droit musulman, des contrats, des procédures, etc., qui sont mises en place. Donc nous, quand on va avoir une banque, on arrive avec ça. On leur dit déjà, premièrement, vous avez tout ça, les contrats, les procédures, etc., on touche à rien. C'est là, vous les appliquez comme tels. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous ne devez utiliser que de l'argent issu des capitaux propres. Quand je dis propre, je parle, c'est d'un point de vue comptable, hein. Capitaux propres, pas propre sale. Les capitaux propres. 1. 2. Issus des comptes de dépôt non rémunérés. Vous avez tous des comptes courants avec de l'argent, etc. Cet argent-là, il n'est pas dans un coffre-fort, il est utilisé. D'accord? Donc ça fait partie des sources que les chouurs considèrent comme étant acceptables d'un point de vue islamique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas entachées de riba, elles ne sont pas entachées d'intérêt. D'accord? D'autres sources qui sont habituellement utilisées par les banques pour financer leurs activités, telles que le financement immobilier, etc., c'est quoi? Les emprunts sur les marchés interbancaires, sur les marchés financiers. Les emprunts à la Banque Centrale Européenne. D'accord? La titrisation, etc., etc. Ça, ce sont des choses qu'on interdit. On peut dire à la banque, voilà, c'est simple,
vous ne pourrez pas utiliser de l'argent issu de ces sources-là. Vous ne pourrez utiliser que de l'argent issu des deux sources que j'ai citées juste avant. C'est le deuxième élément. Troisième élément qu'on leur impose, c'est que le comité de conformité éthique composé des joueurs, le comité que j'ai cité juste avant, vous pourrez trouver sur internet si vous le souhaitez, le comité s'appelle ACERFI, A-C-E-R-F-I. En fait, c'est un groupement de savants spécialisés dans le domaine, et ensuite, parmi eux, ils sont au nombre de 6. Alors après, évidemment, il y en a d'autres qui sont connaisseurs dans le domaine, mais là, je parle de ceux avec qui, en tout cas, nous, on travaille de manière quotidienne. Parmi ces 6-là, eh bien, il va y en avoir 2 ou 3 qui vont intervenir en général sur chaque produit qu'on met en place. Donc sur le financement immobilier, il y en a 2 ou 3, sur l'épargne, il y en a 2 ou 3, etc. Chacun en fonction de ses spécialités. D'accord ? Et donc, on va également imposer aux banques avec qui on travaille ce troisième élément, à savoir qu'elles doivent accepter d'être auditées, d'être contrôlées par ce comité de conformité éthique, qui va venir vérifier quoi ? Les 2 points que j'ai cités juste avant, à savoir, est-ce que la banque a bien respecté tous les contrats? Est-ce qu'elle n'est pas allée s'amuser à changer des clauses, ce genre de choses? Et deuxième élément, est-ce qu'elle va bien prendre de l'argent que dans les sources qui ont été autorisées? D'accord? Et ça, d'un point de vue comptable, c'est très facile à contrôler. D'accord? Parce que souvent, on se fait des films, on dit, ouais, c'est une banque, mais l'argent, il est mélangé, etc. C'est très simple comptablement. On met l'argent dans un compte à part. Par exemple, au début de l'année, la banque va dire, voilà, je vais faire tant de transactions, donc à peu près, je sais pas moi, 50 millions d'euros, je ne sais quoi. Ça s'est mis dans un compte. C'est issu des sources qu'on a citées juste avant, ça s'est tracé. Ensuite, dans le compte, il y a des achats de maisons qui sont faits, des reventes avec les premiers apports des clients qui sont encaissés, les mensualités des clients qui sont encaissées. Tout ça, à la fin de l'année, on fait le compte et on voit qu'est-ce qu'il y a au début, qu'est-ce qu'il y a à la fin. Et s'il y a un décalage, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? C'est pas plus compliqué que cela. Donc, l'origine des fonds est bien parmi les conditions que l'on impose aux banques avec qui on travaille. Deux précisions de plus par rapport à ça. Premièrement, pour ceux qui pourraient se dire « ouais, mais bon, j'y crois moyennement, je pense que les banques elles font un peu ce qu'elles veulent, etc. » Aujourd'hui, si on en est à peu près plus de 1000 transactions réalisées en France depuis 6 ans, ça peut paraître beaucoup, ça peut aussi paraître très peu. À l'échelle de la communauté musulmane, ça fait très peu, 1000 transactions. On travaille, nous, au quotidien, avec plusieurs banques. Comment ça se fait qu'on n'ait fait que 1000? Vous pensez qu'il n'y a que 1000 familles qui attendent de devenir propriétaires avec un financement conforme à la type musulmane? Non. Et donc pourquoi on en a fait si peu? Parce que les banques avec qui on travaille, quand on leur dit vous allez devoir prendre de l'argent que dans ces 2 sources-là, ça change la donne. La banque me dit ah bon, ah bah si c'est comme ça, c'est très limité. Donc moi je peux faire que 50, 100, 150 financements par an. Par contre, si vous me dites feu vert, prenez l'argent où vous voulez, ah bah là le robinet il est ouvert. Là je peux vous faire 2000, 3000 dossiers par an sans problème. Je vais emprunter à la Banque Centrale Européenne, je vais titriser, marché interbancaire, marché financier, etc. Je vais m'amuser comme un fou, comme je fais sur les autres crédits, et je vais pouvoir vous faire plein de financements. D'accord? Donc, l'une des, entre guillemets, si je peux me permettre, des preuves qu'on veille bien à l'origine des fonds dans les transactions financières dans la Baha, c'est le fait qu'on ne fasse que très peu, finalement, de transactions. Parce que s'il n'y avait pas cette condition-là, c'est pas 200-300 dossiers par an qu'on ferait, c'est des milliers. D'accord? Et donc il y aurait peut-être une agence décisive qui serait à Bordeaux, peut-être qu'on ferait même de la pub à la télé. D'accord? Deuxième élément, je disais donc, oui, alors premier élément, l'une des preuves, c'est que le développement est limité par cette condition forte sur l'origine des fonds. Deuxième élément, il faut quand même garder à l'esprit aussi que, classiquement, dans les opérations de commerce, d'un point de vue islamique, on ne s'intéresse pas à l'origine des fonds des contractants. D'accord? Je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir que le prophète était commerçant et qu'il commerçait, notamment à Médine, mais pas seulement, avec des commerçants non musulmans. D'accord? Dont il savait pertinemment, alayhi salatu wassalam, que
ils avaient des activités illicites. Ils vendaient de l'alcool, ils pratiquaient le riba, etc., etc. Et pourtant, ils commerçaient avec eux. Donc ils achetaient leurs marchandises et ils leur vendaient ces marchandises. Donc quand ils leur vendaient, est-ce qu'ils leur demandaient d'où venait leur argent? Non, on n'a aucune trace de ça, aucune preuve de ça. Quand ils achetaient leurs produits, leurs marchandises, est-ce qu'ils leur demandaient avec quel argent ils s'étaient procurés ces marchandises-là? Non plus, on n'a aucune trace de ça. D'accord? Et c'est logique, c'est tout à fait naturel, parce que, imaginez-vous, vous voyez commerçant, vous ouvrez une boulangerie, vous vendez 300 baguettes par jour, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient vous acheter une baguette, hop, 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 les 90 centimes là, ils viennent d'où? Vous avez vendu de l'alcool, vous avez travaillé chez la Française des Jeux, vous c'est quoi hein? Ça n'a aucun sens. D'accord? Ça n'a simplement aucun sens. Et quand bien même on voudrait aller jusque-là dans le raisonnement, aller jusqu'au bout du raisonnement. Allez, je te vends une bouteille à 1,50 €, je veux savoir d'où viennent tes 1,50 €. Ouais, je veux savoir. Oui, bon, bah, c'est mon salaire, je travaille, je sais pas moi, à la mairie. Bon, ok, ça va, elle travaille à la mairie. Son argent, il est halal ou pas, il travaille à la mairie? Je sais pas. Hein? Ok, et la mairie, elle te paye avec quel argent? Il vient d'où l'argent de la mairie? Il y a des impôts. Ok, et accessoirement, les mairies aussi, souvent, elles s'endettent aussi. Mais bon, laissons ça. Les impôts, d'accord. Et les impôts, ils sont payés par qui? Par les contribuables, par tout le monde. Mais est-ce qu'on va aller voir chaque personne pour voir d'où vient son argent, pour s'assurer que son impôt, il est payé avec de l'argent halal? Ça n'a aucun sens. D'accord? Et l'argent est fongible. Donc c'est une... Mais voilà, on a quand même, en France, fait le choix parce que c'était faisable, même si c'est contraignant, mais c'était faisable, on a fait le choix d'imposer aux banques de ne prendre de l'argent que dans des sources qui ne sont pas entachées, pour essayer de mettre la barre haute d'un point de vue de la conformité éthique. Ça, c'est pour ce qui est de l'origine des fonds. Est-ce que c'est clair pour vous? D'accord. Ensuite, une autre question qui est souvent posée, c'est oui, mais en fait, financement dans la Maha, achat-revente, la banque achète une maison. Mais quelle maison elle achète? Elle achète une maison qu'elle a par exemple dans un stock, une espèce de parc immobilier. Est-ce qu'elle est propriétaire d'un lot de biens immobiliers qu'ensuite elle revend, etc. Ou bien elle attend que moi je lui montre la maison et après elle va l'acheter uniquement parce que moi je lui ai montré, etc. Ça intéresse quelqu'un là? C'est une question qui est souvent posée, et surtout quand on fait des recherches sur Internet, parce que voilà, aujourd'hui on a l'habitude plus de googler que d'ouvrir des livres, et donc du coup quand on google, ou googlise, je ne sais pas c'est quoi le verbe adapté, quand on cherche sur Internet, on se retrouve souvent avec un peu tout et n'importe quoi. Et quoi qu'il en soit, là en l'occurrence, l'avis qu'on trouve très souvent, c'est pas n'importe quoi, c'est un avis sérieux. Qui a été mis par des savants de renommée, notamment Cheikh Albani et Cheikh Taymiyyah, qui ont considéré, eux, que, en fait, lorsque le client vient lui-même montrer la maison à la banque et dire voilà, je veux cette maison-là, et ce n'est qu'à ce moment que la banque va l'acheter pour ensuite le revendre au client, ils ont considéré que ça venait un petit peu dénaturer le caractère, on va dire, commercial et la prise de risque de la transaction. D'accord? C'est leur avis, il doit être respecté. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure pour la fatwa du Conseil européen, c'est à peu près le même cas. C'est un avis qui est minoritaire, mais il doit être respecté. Donc celui qui, par exemple, et c'est ce qu'on dit tout le temps, quelqu'un quand les gens viennent nous voir et nous disent oui, voilà, j'ai lu tel avis, qu'est-ce que vous en dites, etc. On explique ça, à savoir que la majorité des savants considèrent que tout simplement, c'est pas qu'ils considèrent, ils disent que puisque ce n'est pas une condition d'être propriétaire de la chose que l'on vend au moment où on négocie avec le client, la condition c'est quoi? C'est d'être propriétaire de la chose au moment où on la vend. D'accord? D'accord? On ne vend pas ce qu'on ne possède pas. Le sahabi qui était venu voir le prophète au marché, il lui avait dit voilà, j'ai devant moi un client qui veut m'acheter une marchandise, je ne l'ai pas, je ne la possède pas, mais je sais qu'on me l'a procurée. Est-ce que je peux lui vendre? Et ensuite je vais la chercher, je vais l'acheter et je lui ramène a posteriori. Le prophète lui a répondu non. Là, t'as bien
Et là, on revient au principe qu'on a vu tout à l'heure, où il faut supporter le risque. Il faut être propriétaire de la chose pour avoir le risque réel. Si je vends la chose alors que je ne l'ai même pas encore acheté, je ne prends aucun risque. Je l'ai déjà vendu. J'ai juste à aller l'acheter après, a posteriori, et tiens, c'est bon, je te livre. D'accord ? Je termine juste sur ce point-là, gardez votre question au chaud. Et donc la majorité des savants considèrent que dès lors que la banque est bien propriétaire de la maison avant de la revendre au client, alors tout ce qui se passe avant, il n'y a pas de problème. La banque peut discuter, on peut négocier, etc. avec le vendeur, quand bien même il n'y aurait pas eu quand bien même il n'y aurait pas de catalogue, si vous voulez. D'accord ? Parce que finalement cet avis il dit quoi ? Il dit qu'il faudrait que la banque ait par exemple un catalogue de biens immobiliers, le client il vient et puis on lui présente, voilà, vous avez la maison A, la maison B, la maison C, choisissez celle que vous voulez, puis on vous la vend. D'accord ? Donc ceux qui ont pour habitude au quotidien, dans leur vie, dans leur pratique de la religion, de suivre les avis, par exemple, de Cheikh Albani, et bien dans ce cas, cette solution qui est proposée en France ne sera peut-être pas adaptée pour eux. D'accord ? En revanche, ceux pour qui suivent la majorité des savants en dehors de lui notamment, eh bien cette solution sera adaptée et par expérience, mais bon, votre imam a plus d'expérience là-dessus, mais nous, comme on a souvent la question, à chaque fois on pose la question aux gens, on dit ah ouais, mais Cheikh Albani, quand même, c'est quand même pas un avis à négliger, etc. C'est pas un avis à négliger. Est-ce que au quotidien, dans ta pratique, tu suis les avis de Cheikh Albani et rien d'autre? Si oui, et bien dans ce cas, ce qu'on propose n'est pas fait pour toi. Mais souvent, quand on pose après 2-3 questions, on voit bien que c'est pas. On pose une question de base sur je sais pas moi, les retilafettes qu'il peut y avoir dessus et les avis de Cheikh Albani là-dessus, la personne ne sait pas répondre. Ça, on ne peut pas dire que tu suis les avis de Cheikh Albani, tu ne sais même pas ce qu'il pense de Raphaël Yadek qui fait de Torah, je ne sais quoi, c'est pas cohérent. D'accord ? Et par rapport à cela, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en considération, c'est que les banques islamiques, un peu partout dans le monde, certaines, notamment dans les pays musulmans et où la finance islamique est bien développée, les banques islamiques ont commencé aussi à elles-mêmes faire de la promotion immobilière, c'est-à-dire qu'elles vont acheter des terrains, construire et tout, et vendre des logements. Elles peuvent se permettre de faire ça, parce qu'elles ont une taille importante, et en plus de cela, elles sont dans des pays musulmans. Imaginez ici, déjà avec seulement quelques centaines de transactions par an, on va faire ça. Et en plus de cela, on va faire quoi? Acheter un terrain à l'endroit, construire un immeuble et parquer tous les musulmans dedans. Même d'un point de vue du contexte, etc., c'est pas forcément quelque chose qui est cohérent et adapté en Europe. Mais encore une fois, sans aller jusque-là, de toute façon, la majorité des savants considèrent que ce n'est pas une condition préalable à la transaction. Arrive, vous vouliez... Oui, c'était pour rebondir sur l'exemple que tu viens de citer, notamment que la société ne peut pas vendre un bien qu'elle ne possède pas. Concrètement, pour les femmes qui veulent passer par les I-570 et qui veulent acheter une maison neuve, ben justement, elles ne peuvent pas parce que tout simplement, vu que la maison neuve n'existe pas, donc on ne peut pas, la société financière ne peut pas l'acheter ou la revendre. C'était pour préciser ce cas aussi parce que je l'avais rencontré. Tout à fait. Ça, c'était la deuxième question qui est fréquemment posée. Troisième question qui est souvent posée. Alors, il y a la question du rachat de crédit. Les gens qui souvent demandent si j'ai déjà fait un crédit, etc., est-ce que c'est possible de racheter un crédit ou un crédit classique, etc. Alors, la réponse est non. Le financement immobilier Mourabaha aujourd'hui n'est pas adapté pour racheter un crédit. On ne peut pas racheter un crédit. Quelqu'un qui a déjà contracté un crédit, on ne pourra pas malheureusement le racheter. Et par ailleurs, il faut savoir que la majorité des savants considèrent que, on regarde notamment des versets qui ont été récités par notre imam pour Salat al-Isha, le fait qu'il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui a contracté un crédit de s'en débarrasser a posteriori. S'il s'est rendu compte a posteriori que c'était une erreur, il regrette, etc. Donc à ce moment-là, il doit faire tawba, istighfar, etc. Mais il n'a pas pour obligation de s'en débarrasser. D'accord ? On se référant au verset qui a été cité tout à l'heure. Après, évidemment, on comprend que certains le vivent
ne le vivent pas bien, etc. Et donc là, on est plus dans une dimension morale, spirituelle, voire psychologique, qu'il y a un certain malaise dans la famille, etc. Là, c'est autre chose. Mais si on aborde la chose d'un point de vue purement religieux, les savants ne considèrent pas qu'il faut se débarrasser d'un crédit une fois qu'on a pris conscience que c'était un péché, etc. et qu'on s'en est repenti. Donc après, évidemment, il faut essayer de faire en sorte de s'en débarrasser le plus vite possible si on le peut. Par exemple, si j'ai un capital de côté, je ne vais pas aller m'acheter une belle voiture alors que je pourrais rembourser plus vite mon crédit pour m'en débarrasser. Oui, mais de là à devoir vendre sa maison pour ne plus avoir le crédit sur le dos, etc., c'est pas ce que dit la majorité des savants. Ensuite, autre question qui est souvent posée, c'est la question de l'assurance. Lorsqu'il y a un financement immobilier pour la Baha, alors je vais venir après sur l'assurance. Une autre question qui est souvent posée, c'est cher. C'est pas une question, en fait, c'est une attaque. C'est cher, c'est trop cher. D'accord, il faut dire quelque chose, il faut répondre. Et la question, au final, c'est pourquoi c'est plus cher, parce qu'au début, c'est plus les émotions qui parlent. Et puis après, on revient à une discussion plus apaisée. Et donc la question, c'est est-ce que c'est plus cher, un financement de la Baha, est-ce que c'est plus cher qu'un crédit classique? Et si oui, pourquoi? Alors, donc la réponse est oui. Pour ceux qui ont fait des simulations, etc., qui ont pu faire éventuellement des comparaisons, tout ça, le financement immobilier Murabaha est plus cher qu'un crédit classique. Et heureusement, et il le sera ad vitam aeternam, Inch'Allah. D'accord? Pourquoi? Je m'explique. Deux niveaux dans la réponse. Premier niveau, très conceptuel. Il n'y a rien dans le monde, en termes de consommation de biens ou de services, qui ne soit pas plus cher lorsqu'on y intègre une dimension éthique. D'accord? Vous voulez consommer bio, ça va coûter moins cher ou plus cher? Plus cher. Vous voulez une voiture électrique qui pollue moins, elle coûte moins cher ou plus cher? Plus cher. Vous voulez construire avec des matériaux basse consommation, maison passive, etc. Ça va coûter moins cher ou plus cher? Plus cher, etc., etc. Vous voulez de la viande halal avec un contrôle sérieux, une certification sérieuse, etc. Un processus respecté dans l'abattage et voire même pourquoi pas en amont dans l'élevage, etc. Ça va coûter plus cher ou moins cher? Plus cher, etc., etc. Pourquoi ça? Parce que dès lors qu'on intègre une dimension éthique, donc avec un souhait de respecter l'environnement, de respecter la nature, de respecter une certaine équité, justice sociale, etc., il va forcément falloir rogner un petit peu. Il va falloir faire un effort. Parce qu'aujourd'hui, à tous les niveaux, le monde est arrivé au bas fond de son histoire. À tous les niveaux. On n'a jamais aussi mal mangé qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant pollué qu'aujourd'hui. On a etc., etc. Donc forcément, vous voulez manger une pomme bio, elle va coûter plus cher que la pomme classique. Pourquoi? Parce qu'elle pousse moins vite, elle n'est pas piquée, il y a une proportion plus importante de la production qui va être détruite à cause de, je sais pas moi, des insectes, etc. Et ainsi de suite. D'accord? Et bien dans la finance, c'est pareil. On a expliqué tout à l'heure que pour que l'opération soit halal, il faut que ce soit une opération qui implique un risque. D'accord? Une opération, là en l'occurrence pour la Murabaha, une opération commerciale. Achat et revente. Ça implique quoi? Ça implique des relations plus justes entre le financeur, le financier et on en parlait tout à l'heure, le détenteur Picsou et celui qui est le porteur de projet, etc. Et donc, naturellement, ça implique un surcoût. Pourquoi? La prise de risque. La banque achète la maison le 1er janvier, elle la revend le 31 janvier. Il y a un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que la maison brûle, etc. On en parlait tout à l'heure. Très bien. Et pourquoi ça implique un surcoût? C'est quoi le lien entre ça et le surcoût? C'est simple. Prenons l'exemple d'un exemple simple du commerce. Prenons un primeur, par exemple. Il achète une cagette avec 10 melons. Ok? Il se présente au marché 3 jours plus tard. Il a acheté ses melons à 1 € pièce. Donc, ça lui a coûté 10 €. Il arrive au marché, fait son petit calcul. Bon, je vais les vendre à 1,20 €. Inch'Allah, je me fais 20%, c'est très bien, je gagnerai 2 €. Ok. Sauf que, il y a 3 melons qui pourrissent. D'accord? Bon, allez, 2 melons qui pourrissent et puis il s'en fait voler un. D'accord? Au final, il en a vendu combien? 7. 7 fois 1,20 €. T'as quel âge? 9 ans, elle est un peu dure ça. 7 fois 1,20 €.
7 fois 1, 7. Ah, 7 fois 20 centimes. 1,40 €. 8,40 €. Ça lui fait 8,40 €. Mais il a payé 10 € au départ. Donc il est perdant. D'accord? Il perd de l'argent. Et pourtant, il avait fait son petit calcul et tout. 1,20 €, normalement, il devait gagner de l'argent. Mais il s'est passé quoi? Le risque, d'accord, s'est réalisé et il a perdu de l'argent. Il retourne chez son fournisseur lundi d'après. Il rachète 10 melons, une cagette de 10 melons. Il va mettre à combien le prix? 1,20 €? Ah non. Il va le mettre à combien? En tout cas, il va le mettre à plus cher. 1,40 €, 1,50 €. Pourquoi? Parce qu'il va se dire quoi dans sa tête? Il va se dire, je vais en perdre 3. Je vais en perdre 3. Donc, il faut que j'arrive à tirer un bénéfice avec 7 melons vendus. Donc 7 fois X doit arriver à plus que 10. Ok? Donc il va dire par exemple 1,60 €, je ne sais pas. Ok? 7 fois 1,60 €. Ah, il est dur, 11,20 €. Ok. Et il se dit voilà, avec ça je suis content, j'ai gagné 11 €. Très bien, j'ai gagné 1 €. Il arrive au marché encore une fois, le jour de la fois suivante. Il arrive encore au marché. Il se passe quoi cette fois-ci? Il peut tous les vendre, il peut en vendre 7, et il peut même il se peut qu'il en vende 4. Cette fois-ci, c'est pas 3 qu'il a perdu, c'est 5. Il se retrouve à en vendre que 5. 5 fois 1,60, 8 €. Il a encore perdu. D'accord? Ou alors, il est possible aussi que, alhamdoulilah, il n'y a rien qu'à pourri, il ne s'est rien fait voler. Il a vendu les 10. Ah bah, alhamdoulilah, 16 €. Il est content. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on a compris à travers ça? Un commerçant, s'il a juste un minimum de jugeote, il prend en considération les risques dans la manière dont il calcule son prix. D'accord? 1. 2. Ce n'est pas parce qu'il a pris en considération les risques et qu'il a essayé d'anticiper les risques que forcément c'est ce qui va se réaliser. D'accord? Puisqu'il a anticipé, mais finalement, il n'avait pas assez bien anticipé. Ou alors, finalement, il a tout vendu. Alhamdoulilah. D'accord? Ça, c'est la dimension même du risque. Donc forcément, une opération risquée par rapport à une opération non risquée, elle va coûter plus cher. S'il était sûr de vendre les 10, il les vendrait à combien? À 1,20 €, c'est ce qu'on avait dit au début. Mais comme il n'est pas sûr, il y a une dimension de risque, il doit les mettre plus cher. D'accord? C'est la même chose avec le financement immobilier. Ça, c'est la première composante. Pourquoi c'est plus cher? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est celle-là. Deuxième raison, c'est la surcharge opérationnelle. Je m'explique. La mise en place d'un financement immobilier Murabaha pour les salariés d'une banque, vous prenez une personne qui travaille à la banque. Elle fait des crédits classiques. On lui dit maintenant, là, tu vas faire Murabaha. Le faire Murabaha, en termes de temps de travail, ça lui prend 3 à 4 fois plus de temps. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un crédit classique, le client il vient, ok, on met le dossier et tout, une offre de prêt, c'est parti, on est là. Déblocage de fonds, c'est fini. Là, il va falloir que la banque aille chez le notaire, elle achète le bien immobilier, elle paye les prorata de taxes foncières, charges de copropriété le cas échéant, etc. Elle va faire changer le nom du propriétaire auprès du syndic de copropriété. Ensuite, il va falloir qu'elle revende le bien au client, donc elle va retourner chez le notaire, etc. etc. Donc tout ça, ça fait beaucoup plus de travail qu'une opération de prêt classique. Et le travail des salariés de la banque, il n'est pas ficelé de là. J'espère pas que tu comprends. Donc ça va aussi impacter le coût. Troisième élément, ça j'en parle juste à titre indicatif et par souci de transparence, mais ça n'a aucun impact d'un point de vue financier parce que c'est epsilonesque. La conformité éthique. Tout à l'heure on parlait des savants, des chirurgiens qui viennent pour faire des audits, pour contrôler les opérations. Ils ne le font pas sur chaque opération évidemment. En général ce sont des audits qui sont semestriels ou annuels. Et après, ils ont le droit de faire des contrôles inopinés. Quand ils font des contrôles semestriels ou annuels, ça prend du temps, c'est du travail, etc. Ils sont rémunérés pour ça. Et donc ça, c'est un coût qui vient s'ajouter. Dans la symbolique, c'est un peu comme le coût que vous pouvez avoir dans l'alimentaire, avec les certifications ABS, etc. Ça coûte plus cher. La viande qui est certifiée coûte plus cher. Pourquoi? Parce qu'il faut payer tous les gens qui travaillent dans la certification. D'accord? Mais là, pour la finance islamique, l'impact est très limité.
Pourquoi? Parce que les choueurs, ils viennent, ils regardent la comptabilité, ils regardent les contrats, ils vont prendre un échantillon de contrats, 5-10 contrats pour vérifier que la banque n'a rien touché dans les clauses. Voilà, c'est pas un travail comme on peut l'avoir dans le halal par exemple. D'accord? Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut citer, même si c'est indicatif, c'est quand même important. Et enfin, il y a un quatrième élément, celui-là, vous pouvez vous boucher les oreilles pour ceux qui ont déjà assez mal à la tête, c'est ce qu'on citait tout à l'heure. On a dit qu'on impose à la banque le fait de ne prendre de l'argent que dans les capitaux propres et les comptes de dépôt non rémunérés. Et ça coûte cher à la banque. Ça coûte plus cher à la banque de toucher à cet argent-là que d'aller emprunter de l'argent à la banque centrale. D'accord? Ça coûte plus cher. Donc ça, c'est que pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, qui savent que les consommations de fonds propres, ça coûte cher pour une banque. Et donc, pourquoi? Parce que quand elle emprunte, avec ses fonds propres habituellement, elle peut démultiplier les crédits qu'elle donne. Avec 1 euro de fonds propres, elle peut donner 4, 5, 6 euros de crédit. Alors que nous, on leur dit, 1 euro de fonds propres donne 1 euro de financement. Donc forcément, si avec 1 euro, on peut faire qu'une opération, alors que de l'autre côté, on peut en faire 4, 5, 6, forcément, ça coûte cher. C'est moins rentable. Donc il va falloir que la seule opération que je fais, qu'elle me rapporte un peu plus. D'accord? Mais ça, vous pouvez l'oublier, c'est trop complexe je peux comprendre, parce que souvent ça fait un peu dans la tête. Les 3 premières raisons, déjà, elles suffisent à comprendre pas mal d'éléments. Il y a aussi, ça peut paraître plus cher pour une autre raison, pas seulement dans la marge que la banque va prendre, mais aussi dans l'apport. Parce que quand on va acheter un bien, dans notre rapport, il y a une partie du bien, il y a aussi des frais de notaire. Parce que forcément, la banque achète un bien et le revend avec sa marge, mais ce qu'elle ne peut pas faire, c'est les frais de notaire. Il y a aussi que les frais de notaire pour un bien, je ne sais pas, entre 200 et 300 000, c'est quoi? C'est entre 15 et 20 000 euros. C'est 8 à 10%. Voilà, c'est à peu près 15 000 euros. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer, avant d'acheter, aussi les frais de notaire, en plus de notre apport. Donc ça aussi, c'est pour ça que ça paraît cher. Ouais, alors dans ce qu'a dit le Fra, il y a 2 éléments en fait. Il y a un premier élément, c'est le côté cher. Est-ce que c'est cher et quels sont les éléments qui font que c'est plus cher? Moi, les raisons que j'ai données là, ça explique la marge que prend la banque quand elle l'achète à 100 000 et qu'elle vend à 120 000. Après, il y a un autre élément qui vient ajouter un peu aussi en termes de surcoût, effectivement, c'est les frais de notaire. Et pourquoi? Parce que la banque, elle achète, puis elle revend. Il y a 2 transactions, donc 2 passages chez le notaire. Alors là, on pourrait se dire, mince, on va payer 2 fois 8% de frais de notaire, c'est énorme. Alors non, alhamdoulilah, on ne paye pas 2 fois plein pot les frais de notaire, on paye une fois les frais de notaire normaux, et la deuxième fois, on paye des frais réduits. Pourquoi ces frais réduits? Parce que, à l'époque, en 2009, Madame Christine Lagarde, qui est ensuite passée au FMI, qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances en France, et puis qui ensuite est partie au FMI, et récemment qui a été nommée directrice de la Banque Centrale Européenne, elle avait mis en place une commission dédiée à la finance islamique qui dépendait du ministère en France. Et Anas Patel, qui est mon aîné et notre président au sein de la société, a été appelé dans cette commission pour émettre un certain nombre de propositions et de recommandations à l'État français pour faire des adaptations, des ajustements du cadre légal, fiscal, réglementaire, afin que la finance islamique puisse exercer en France. Et donc à l'époque, ça avait donné des résultats concrets, puisqu'il y avait eu des publications au bulletin officiel des impôts. Et si vous tapez sur internet Morabaha, vous verrez que l'un des premiers liens qui sortent, c'est économie.gouv.fr. C'est le site du ministère de l'économie qui vous explique qu'est-ce que c'est le Morabaha, comment ça marche, achat, revente, etc. Et donc, ce qui avait dû être obtenu à l'époque, grâce à cela, et grâce à Christine Lagarde, elle avait beaucoup de mérite pour cela, parce que sans ça, en fait, la finance islamique n'existerait pas en France, tout simplement. Grâce à ça, au lieu de payer 2 fois les frais de notaire, une fois il y a les frais de notaire classiques, et puis la deuxième fois, c'est des frais réduits, puisque en fait toute la partie taxation impôt, elle est retirée. Et au final, on s'en sort avec 2,5 à 3% de frais sur la deuxième transaction. Ce qui est certes plus cher qu'une opération classique, puisque dans une opération classique, on paierait 8%,
Là, on va se retrouver à payer 10, 10,5 jusqu'à 11% parfois, mais c'est quand même beaucoup mieux que 16%. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est des surcoûts. Et ensuite, dans ce que disait le frère, ça soulève une autre question qu'on pouvait aussi aborder, c'est ouais, mais le financement de la Baha, la finance islamique, ça, c'est pour les riches. Vous avez déjà entendu ça? Vous l'avez pensé? Non? Ouais, on a entendu, ouais, c'est que pour les riches, il faut avoir un salaire de footballeur pour pouvoir demander un financement, etc. Bon, là-dessus, c'est en partie vrai. C'est pas pour les riches, mais les conditions d'accès au financement immobilier, par exemple en finance islamique aujourd'hui en France, elles sont un poil moins accessibles que le crédit classique. D'accord? Mais pourquoi ça? Parce que tout simplement, c'est un mode de financement qui a besoin d'acquérir encore de la maturité. D'accord? Quand il y a eu les premiers téléphones portables en France, tout le monde avait un portable? Non, il n'y avait que les cadres de la défense qui avaient, les grands patrons du CAC 40 qui avaient un portable. Oui ou non? Oui, aujourd'hui, les enfants, ils ont des portables. Les massacrés ne font pas là, on va leur donner des zakat. Il a quand même un iPhone. Tout le monde a un portable. C'est un peu la même chose avec la finance islamique. On a commencé au départ, première transaction, c'était un joueur de foot qui gagnait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Un financement sur 3 ans. Vous imaginez un peu les conditions de financement? C'est impossible, personne d'autre avec lui et qui pouvait le faire. Et puis de 3 ans, on est passé à 5 ans. Puis de 5 ans à 10 ans. Et puis de 10 à 15. Et de 15 aujourd'hui à 20. Donc on voit au fil des années que les conditions se sont améliorées et que le financement de la Baha est devenu de plus en plus accessible en France. Donc c'est vrai pour ceux qui ont gardé l'image des premières années où c'était 10 ans, c'est très contraignant, 10 ans, qui peut rembourser sur 10 ans, c'est pas possible, etc. On a gardé un peu cette image-là et du coup, la finance islamique en France pâtit un petit peu de cette image qui est restée depuis les premières années. Alors qu'aujourd'hui, elle s'est beaucoup démocratisée. Alors, on n'est pas encore tout à fait aligné avec les conditions du crédit classique, mais on s'en approche. D'accord? Et donc, il faut surtout, le message important aussi, c'est que, un, ça se démocratise, c'est de plus en plus accessible, et deux, c'était pas une volonté de notre part. Ça n'a jamais été une volonté de notre part de faire du select, etc. C'est tout simplement le cours normal des choses. On commence avec les banques sont frileuses, voilà, 5 ans, 10 ans, pas plus. Et puis on fait nos preuves. Et puis nos clients sont sérieux. Ils payent en temps et en heure. D'accord? Ils ne trichent pas, etc. Et chaque année, à chaque fois qu'on fait le bilan avec nos banques partenaires, ils me disent franchement, vos clients, top. Ils sont topissimes, on n'a jamais vu ça. Alhamdoulilah. Et du coup, ça nous permet de négocier encore de nouvelles conditions. Ah bah si c'est bien, bah dans ce cas, il faut faire plus long, durer plus long, demander moins d'apport, etc., etc. Donc on est passé il y a quelques années, 5 ans, 10 ans avec 30-40% d'apport, aujourd'hui, 20 ans avec 10-15% d'apport. Il y a quand même une grosse évolution. D'accord? Il faut regarder plutôt le verre à moitié plein et se dire qu'il y a une évolution positive. Ceux qui peuvent acheter aujourd'hui ne pouvaient pas hier. Et Inch'Allah, demain, ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui pourront acheter. Mais, il y a quand même une limite à ça. Devenir propriétaire, c'est pas pour tout le monde. D'accord? Notre mission, qu'on se le dise, et je vous le dis droit dans les yeux, notre mission, la mission qu'on s'est donnée en tout cas, c'est d'apporter des solutions conformes à l'éthique musulmane, en l'occurrence ici pour le financement immobilier, pour ceux qui sont en capacité de devenir propriétaires. D'accord? Notre mission première, c'est pas de rendre riche le pauvre. D'accord? Il y a aujourd'hui en France, dans le crédit classique, tout le monde croit que oui, je peux aller à la banque et c'est bon, j'ai un crédit, en 3 minutes, je ressors avec un crédit. Mais vous pensez vraiment ça? Mais essayez. Aujourd'hui en France, il y a à peu près entre 50 et 55% de propriétaires. Les 45% qui restent, qui ne sont pas propriétaires, qui sont locataires. C'est pourquoi, à votre avis? C'est parce qu'ils sont musulmans et qu'ils ne veulent pas faire de crédit? Non. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'en ont pas les capacités d'un point de vue financier. Tout simplement. D'accord? Donc, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont en capacité de devenir propriétaires puissent le faire de manière conforme à l'éthique musulmane. D'accord? Donc, on ne pourra pas arriver. Alors, quelqu'un et on n'est pas dans le jugement ni rien du tout, qu'on se dise bien les choses, mais quelqu'un qui a un salaire moyen ou un petit salaire et qui veut acheter une maison à 300 000 euros, même si on lui fait un prêt
sans un prêt à taux zéro, etc., il ne sera jamais en capacité de rembourser. D'accord? Ça, c'est très factuel, il faut être très factuel. Et c'est. Pardon. Oui, t'as pas tort. Et c'est pas un objectif en soi, c'est pas une fin en soi. D'accord? Ça aussi, il faut être très clair là-dessus. Il n'y a aucune obligation de devenir propriétaire de sa maison. Celui qui peut, le besoin en islam, c'est d'être logé, d'avoir un toit. C'est pas d'être propriétaire. Donc celui qui peut devenir propriétaire de manière halal, qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas, alhamdoulilah, il est logé, il a un toit. On peut passer maintenant aux questions. Je pense que j'ai couvert les questions fréquemment posées. Maintenant, on peut passer aux questions que dans l'immobilier spécifiques. Oui, que dans l'immobilier. Oui, j'ai été très sur votre site. Je vois que vous proposez de l'épargne, des produits d'épargne. Je vois que c'est indiqué 4,35 à l'année avec un astérisque. Ça veut dire que c'est de l'intérêt. Ah, c'est une question ou c'est une affirmation? Non, c'est une question. D'accord. Et il est où pour l'interrogation? Comment vous faites? Pas eu. Alors, le frère pose la question. En fait, effectivement, donc, alors, on propose aujourd'hui un produit d'épargne rémunéré. Et en fait, on indique sur le site internet ou sur des prospectus ou autres qu'il y a, et donc il y a cette fameuse étoile là, un objectif de rentabilité, de rendement, un objectif de rendement de 4,35% par an. Qu'est-ce que ça veut dire 4,35% par an? Si vous achetez un petit appartement, un petit studio, que vous mettez en location, imaginez vous achetez à 100 000 euros, d'accord? Un petit studio en centre-ville, à Bordeaux, bien placé, tout ça, vous le mettez en location. Vous allez toucher des loyers, n'est-ce pas? Vous allez toucher des loyers. Ces loyers, vous les accumulez sur l'année. À la fin de l'année, vous regardez la totalité de ce que vous avez touché comme loyer. Vous divisez par 100 000, ça va vous donner quoi? Un taux de rendement, un taux de rentabilité. D'accord? Le fait que ce soit exprimé en pourcentage n'en fait pas forcément de l'intérêt. Si je dis le primeur qui a acheté des melons et qui les a revendus, il a acheté pour 10 euros et il a vendu pour 11 euros, il a gagné combien? 1 euro. 1 euro sur 10 euros investis, ça lui fait 10% de rentabilité. Oui, mais vous êtes une structure financière, vous n'allez pas acheter et revendre. Je ne sais pas comment. J'y viens. Donc, dans le produit d'épargne qu'on propose aujourd'hui, comment ça fonctionne? Où va l'argent? Qui dit épargne dit que ce sont des clients qui viennent, qui mettent de l'argent. D'accord? Et avec cet argent-là, on va faire quelque chose, et ce quelque chose va permettre de leur offrir un rendement. D'accord? Ce quelque chose, c'est quoi? Les gens mettent de l'argent comme une grosse caisse commune, et avec cet argent, on va faire quoi? On va acheter des immeubles de bureaux et de commerces qui sont loués par des entreprises dont l'activité est licite et conforme à l'éthique musulmane, et les loyers qui vont être générés vont être partagés, distribués entre les épargnants. D'accord? Donc c'est comme si vous vous mettez à plusieurs, avec les 3 frères autour de vous, vous vous mettez ensemble, vous achetez un local commercial et vous le mettez en location. Vous allez toucher des loyers, vous allez vous les partager. D'accord? Et bien là, c'est la même chose, mais à une beaucoup plus grande échelle. Au lieu d'être à 2 ou 3, c'est des centaines, voire des milliers de personnes. D'accord? Donc c'est de l'investissement immobilier. Les 4,35% là qui est indiqué, ça vient d'où? Ça vient de loyers. Ce sont des loyers qui sont payés par les entreprises qui louent les locaux, dont vous êtes propriétaire en tant qu'épargnant, vous êtes copropriétaire avec l'ensemble des épargnants, et vous touchez une part des loyers. D'accord? Maintenant, pourquoi il y a une petite étoile à côté du 4,35%? Parce que c'est un objectif. On ne peut pas garantir un rendement. Peut-être que ça va rapporter plus, peut-être que ça va rapporter moins. D'accord? Parce que si on disait c'est 4,35% sur garantie, alors ça deviendrait riba, ça deviendrait des intérêts. Donc là, c'est pas le cas. C'est un objectif de rendement.
Et cet objectif-là, il est basé sur quoi? Sur l'historique. On regarde dans les années passées, ce type d'investissement, combien ils ont rapporté? Eh bien, ils ont rapporté en moyenne 4,35%. Donc, on dit on espère que l'année prochaine, Inch'Allah, on pourra verser un rendement de 4,35%. D'accord? Et d'ailleurs, pour information, au troisième trimestre 2019, parce que le produit de départ qu'on propose, il a été lancé officiellement au Bourget, avril 2019. En l'espace de à peu près 6 mois aujourd'hui, on a collecté plus de 5 millions d'euros d'épargne. D'accord? Donc il y a plein de gens qui sont venus épargner, c'est à partir de 1 000 euros. Donc il y en a qui ont mis 1 000 euros, d'autres qui ont mis 10 000, d'autres 100 000, d'autres, etc. Tout ça, au final, ça fait actuellement à peu près 5 millions d'euros. Dans ces 5 millions d'euros-là, il y a déjà 2 immeubles qui ont été achetés. Un dans le 92, un centre médical, et un autre à Nantes. C'est un double plateau, c'est un immeuble de bureau avec un groupement de professionnels de la périnatalité. 2 millions d'euros dans le 92, ou un peu plus, et 1 million d'euros à Nantes. Ces immeubles qui ont été achetés, ils ont commencé à verser des loyers, et au troisième trimestre 2019, les épargnants ont touché leur première part de loyer. Et ce qu'ils ont touché, ça représente à peu près 4% à l'année. Donc vous voyez, on avait un objectif de 4,35%. Là, les premiers épargnants, ils ont touché 4%. C'est pas 4,35. Ça aurait pu être 4,6, ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 4,35. Oui. Alors, juste une précision pour ceux qui s'intéressent à ça. 4%, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y en a qui ont peut-être déjà fait le calcul dans leur tête. Actuellement, on a à peu près 5 millions d'euros collectés, et il y a que 3 millions d'euros, entre 3 millions et 3,5 millions, qui ont été investis dans des immeubles qui génèrent donc des loyers. Les 1,5 à 2 millions d'euros restants, à l'heure actuelle, ils ne sont pas investis, ils dorment sur un compte en attendant d'arriver à une certaine somme pour acheter un nouvel immeuble. Et le problème, c'est que cet argent-là, pour l'instant, il dort, donc il vient diluer la rentabilité. D'accord? Ça dilue la rentabilité, c'est pas clair pour ça. Non, c'est pas clair, si. C'est clair. Donc à terme, normalement, le potentiel là, il est à plus de 4%. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie de l'argent qui n'a pas été investie en attendant d'être investi plus tard, et donc du coup, ça vient un peu assurer un peu la rentabilité. Mais ce qui est déjà très bien, 4%, on est déjà très content. Je comprends ce que vous dites, mais est-ce que vous donnez une garantie à la personne qui dépose qu'elle ne va pas faire son argent? Alors, en islam, garantir un rendement, c'est riba. Garantir le capital, c'est riba. Si vous investissez votre argent, il y a un risque. Le risque, c'est pas juste de ne pas atteindre la rentabilité qu'on avait comme objectif. Le risque, c'est aussi de perdre son capital. Alors, attention, là, je caricature. Après, dans le risque, il y a risque et il y a risque. D'accord? Il y a différentes dimensions de risque. Ou plutôt, je devrais le faire comme ça. Il y a risque et il y a risque. D'accord? Par exemple, c'est quoi les placements ou les investissements les plus risqués qui soient? Les actions. Les actions en bourse, c'est la catégorie la plus risquée. C'est volatile. D'accord? C'est très volatile. Vous pouvez perdre la moitié de votre argent, vous pouvez aussi faire doubler votre argent. C'est très risqué, très volatile. C'est quoi les placements les moins risqués? L'obligataire, les obligations, c'est quoi au final? C'est des prêts à intérêt. C'est l'intérêt. Donc le moins risqué, c'est l'intérêt. Et c'est même non seulement moins pas risqué, c'est zéro risque quasiment. D'accord? Et ça, pour nous, c'est exclu, c'est haram. Après, entre l'extrême peu risqué que sont les intérêts et l'extrême très risqué que sont les actions en bourse, il y a des choses entre les deux? Oui. Bah oui, il y a l'immobilier. L'immobilier, c'est plus rentable que les intérêts, d'accord? Et c'est beaucoup moins risqué que les actions en bourse. D'accord? Donc aujourd'hui, là, quand tu parles du produit d'épargne qu'on propose, c'est investi dans l'immobilier. Donc, les sources de rendement dans un investissement immobilier, c'est quoi? Comment on gagne de l'argent dans l'immobilier? 1, avec les loyers. 2, avec quoi? La plus-value, le trafic. C'est ces deux éléments-là. Donc les risques qu'on a dans l'immobilier, ils sont aussi à ces deux niveaux-là. Le risque sur le rendement, c'est quoi? C'est qu'il y a des locataires qui ne payent pas.
Et donc si le locataire ne paye pas, je vais peut-être pas avoir 4%, 5%, je vais peut-être avoir 3%. Et sur la plus-value, si on a acheté des immeubles qui valent, on les a achetés à 3 millions, mais ils perdent de la valeur parce qu'il y a une crise, etc. dans l'immobilier, ils perdent de la valeur. Et bien vous, votre part là-dedans, elle va perdre de la valeur. D'accord? Mais ce sont des risques qui sont limités. Aujourd'hui en France, depuis 20-30 ans, dans l'immobilier, il n'y a pas de baisse de l'immobilier. D'accord? Et les locataires qui ne payent pas, dans le commercial, il n'y en a pas tant que ça, et quand il y en a, c'est très facile de remplacer, alors que dans le résidentiel, par exemple, c'est compliqué de faire sortir quelqu'un. Dans le commercial, il ne paye pas, Une autre chose que je voulais souligner, c'est que c'était là où vous avez indiqué la provenance de nos fonds, des capitaux propres des banques et des dépôts non rémunérés. Je ne vois pas pourquoi l'intérêt n'intervient pas, parce que les capitaux propres des banques et les dépôts à vue sont directement déposés à la banque centrale, à la banque centrale, et que la banque qui dépose ces fonds-là rémunère la banque centrale pour ça, et que lorsque la banque là va prendre ces fonds-là pour donner à quelqu'un d'autre, répercute cette rémunération à cette personne-là. Répercute la rémunération à qui? Par exemple, moi, je prends de l'argent, je dois dans ma banque, mon compte à vue n'est pas rémunéré, mais la banque est obligée de prendre cet argent-là, donner à la banque centrale et payer pour que la banque centrale garde cet argent. Et cet argent-là, lorsque ma banque va vouloir retirer cet argent et donner à quelqu'un d'autre à crédit, elle va répercuter ça. Et les intérêts qu'elle aussi, elle doit percevoir. Alors là-dessus, il y a deux choses. La première, premier élément de réponse, c'est que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est pas du 1 pour 1. En fait, la notion de réserve, les réserves obligatoires, les réserves fractionnaires à la banque centrale pour les banques commerciales, c'est pas 1 pour 1. Pas tous les dépôts qui sont sur les comptes courants, ils filent à la banque centrale. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Premier élément. Quand bien même ce serait le cas pour une partie des fonds, de toute façon, les chevaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aller jusque-là dans l'analyse. Par exemple, les capitaux propres, vous pourriez me dire aussi les capitaux propres, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des actionnaires. C'est les actionnaires qui ont investi dans la banque. Mais leur argent, il vient d'où? Eux-mêmes, on ne sait pas d'où vient leur argent, et ainsi de suite. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'expliquais que la traçabilité des fonds, elle n'a pas de sens. On ne peut pas tracer les fonds, parce qu'on peut aller jusqu'où on va. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Donc j'ai dit que les chevaux ont pris la décision, et c'est une décision douloureuse, je l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, parce que ça nous limite énormément dans notre développement, ont pris la décision d'aller quand même au niveau 1. D'accord? En termes d'exigence, de traçabilité de l'origine des fonds. Mais on ne va pas au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, etc. Non, ce n'est pas ça, je veux dire, c'est que si la banque achète un immeuble, elle intègre dans son achat tous les coûts de la banque et puis les intérêts. Non, alors ça c'est... d'accord, ok, je comprends. Et lorsqu'elle revend, je comprends votre point. Mais ça, elle intègre aussi tous les intérêts. Ça, c'est tout à fait... Parce que la personne ne paye pas un coût. Parce que lorsque la banque revend à l'intéressé, la personne ne paye pas les 100 000 euros, c'est la maison pour 100 000 euros. Elle va payer un apport de 10 000 ou 15 000 euros, et puis le reste, la banque va réintégrer un taux d'intérêt qu'elle est obligée aussi de mentionner pour l'échelonnement de la vente, du crédit. Ça devient crédit. Alors, je ne sais pas trop comment aborder la chose. Il y a quelques imprécisions dans les éléments que vous avez mis en avant. Du coup, ça va être long en fait de tout reprendre. Mais pour donner quelques éléments on va dire structurants simples, première chose, en islam, dans la manière dont se calcule la marge, il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que la banque, elle a acheté à 100 000, elle revend à 120 000, le montant de 20 000 là, comment il est calculé? Est-ce qu'il est calculé avec, je ne sais pas quelle formule qui intègre le fait qu'à la banque centrale, on lui paye? Ça, la banque, elle fait ce qu'elle veut, elle le calcule comme elle veut, et banque ou pas banque, un commerçant, il calcule sa marge comme il veut.
il peut faire des calculs mathématiques compliqués, il peut prendre la taille de son fils en centimètres multiplié par l'âge de sa grand-mère, etc. Il fait ce qu'il veut. En islam, on doit avoir quoi? Un prix qui est fixe et dont la marge est connue. La manière dont elle est calculée, ça n'entre aucunement dans les critères de conformité éthique. Les savants ne regardent pas ça. Je suis d'accord. Par contre, une banque ne peut pas échelonner une vente de quelque chose, parce qu'une banque, c'est un établissement de crédit. Donc, par définition, elle est obligée de mentionner sur le formulat, voilà, le taux effectif global, c'est ça, le taux effectif, c'est-à-dire tous les taux. Là, en fait, on mélange pas mal de choses. Je vais répondre aussi à ça. Et après, si vous voulez, on pourra développer Inch'Allah ensemble. On mélange beaucoup de notions. Là, vous avez dit, par exemple, elle dépose à la banque centrale, donc elle va devoir intégrer les intérêts, et à côté, vous dites, elle va devoir afficher un TLEG. C'est deux choses complètement différentes. Donc ça, je voudrais... Le TLEG, c'est une manière, d'accord, c'est une manière de présenter un gain, quelle que soit la nature de ce gain. D'accord? Donc si je vous dis, moi, j'ai acheté ça à 100 € et je vous le revends à 120 €, d'accord? Une maison à 100 000, je vous la revends à 120 000, ces 20 000 €, je vais les diviser par le nombre d'années, je vais les rapporter au montant financé et ça va me donner un taux. Ce taux-là, vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez TAEG, vous l'appelez TWXY, vous l'appelez comme vous voulez. Au final, est-ce qu'il y a bien une opération d'achat et de revente? Oui, Charan, c'est de la marge commerciale. Que la réglementation bancaire européenne impose une rédaction particulière ou le fait de nommer cette chose-là d'une certaine manière, ça n'a aucun impact d'un point de vue de la conformité éthique. D'accord? Parce que ça ne touche pas à la substance de la chose en fait. C'est juste la manière dont on l'appelle. C'est pas un achat, une revente, parce que la personne ne paye pas pour le montant. C'est ça. Inch'Allah, on pourra développer ensemble, parce que je pense que ça crée beaucoup de confusion. Et du coup, si vous voulez, on pourra développer ensemble. S'il y a d'autres questions, on les prend avant que tout le monde se lève, comme ça on pourra libérer tout le monde, Inch'Allah. J'ai une petite question. Oui, ça va. En fait, par exemple, pour le prêt d'un immobilier et tout, imaginons la personne, elle lui arrive un pépin, elle ne peut pas payer ou elle a perdu son travail et tout. Il y a des assurances pour ça? Alors, très bonne question. Donc, dans le cas où la personne a pris un financement et qu'elle ne peut pas honorer ses mensualités, etc., qu'est-ce qui se passe? Dans un crédit classique, habituellement, ça, c'est traité avec l'assurance, qu'on appelle l'assurance emprunteur, ou l'assurance de crédit, l'assurance décès, invalidité, perte d'emploi, etc. Cette assurance-là, elle vient rembourser à la place du client au cas où il y a un décès, une invalidité, une perte d'emploi. D'accord? Cette assurance-là, elle est considérée par la majorité des savants comme n'étant pas conforme à l'éthique musulmane. Premier élément. Deuxième élément, elle n'est pas obligatoire dans la loi française. Pour eu égard à ces deux éléments-là, les chouïrs disent qu'on ne touche pas. On ne prend pas cette assurance. A contrario, par exemple, vous avez le cas de l'assurance automobile. L'assurance automobile, même chose. Les savants considèrent qu'elle Les savants considèrent majoritairement qu'elle n'est pas conforme à l'éthique musulmane, sauf qu'elle est obligatoire dans la loi française. Donc il y a une tolérance, c'est ce qu'on appelle darura, mais c'est pas darura par rapport à. C'est une contrainte en fait légale. D'accord? Donc les savants tolèrent qu'on prenne l'assurance automobile, mais à condition de prendre le minimum, etc. Ok. Pour l'assurance emprunteur, c'est pas le cas. Les chouïrs disent elle n'est pas obligatoire, donc on n'y touche pas. Très bien. Maintenant la question qui vient derrière, c'est ok, puisqu'il n'y a pas d'assurance, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a un décès, perte d'emploi, invalidité, etc. Donc par rapport à ça, la manière dont ça va être traité, une fois encore, notre imam a cité un verset tout à l'heure, le fait dans le cas où votre débiteur, la personne qui vous doit de l'argent, est en difficulté, il est fortement recommandé de lui octroyer un délai, une souplesse. D'accord? Ça, en général, c'est fait. Par contre, c'est un arrangement à l'amiable qui est trouvé entre la banque et le client en fonction de la situation spécifique du client. D'accord? Au cas par cas. Et comment ça peut se matérialiser, cet arrangement-là? Et bien, ça peut être, un délai. Ça peut être un délai qui est octroyé, par exemple une suspension des mensualités pendant un certain temps,
pour que la personne retrouve une situation, etc. Ça peut être aussi un allongement de la durée pour que la mensualité baisse, d'accord, afin que ce soit peut-être plus digeste, plus abordable pour le client qui a éventuellement subi une perte de revenus ou une baisse de ses revenus, etc. Ça ne peut être, premièrement, ça sera sans surcoût. Il n'y a pas de pénalité pour le client. La banque n'y gagnera rien. Le prix, il est ce qu'il est et il ne peut pas changer. Il ne peut pas augmenter. Donc ce sera entre guillemets fisabilillah. Mécaniquement, puisque c'est fisabilillah, c'est douloureux pour la banque. Qui est douloureux pour la banque fait qu'on ne va pas allonger la durée de 5 ans, 10 ans ou laisser un délai de 2 ans, je ne sais pas quoi. Non, ça sera une solution temporaire. Ça peut être des 3 mois, des 6 mois, etc. Ça n'ira pas plus loin que ça. Premièrement. Deuxièmement, ça sera au cas par cas. D'accord? Donc, au cas par cas, ça veut dire qu'on va les s'intéresser à la situation réelle du client, quelles sont les causes qui l'ont mené à cette situation, etc. etc. Est-ce qu'il est parti jouer au poker avec son argent, ou est-ce que vraiment il a une difficulté et sa famille est en difficulté? Vous voyez? Ça va aller jusque-là. Si cet arrangement à l'amiable temporaire n'est pas suffisant et que la situation est vraiment plus, on va dire, structurellement plus fragile, à ce moment-là, la deuxième étape, c'est de laisser un délai au client pour qu'il revende le bien immobilier lui-même, d'accord, sur le marché, de manière à en tirer le meilleur prix. Une fois que c'est vendu, il va payer à la banque ce qui lui est dû, et le reste, il garde pour lui. D'accord? S'il ne le fait pas, troisième étape, la banque pourra recourir à l'hypothèque. D'accord? L'hypothèque, ce qu'on appelle un rahin dans le droit musulman. Et donc à ce moment-là, elle va récupérer le bien, elle va le vendre, et là encore, il y a une petite nuance par rapport à ce qui se fait dans les banques classiquement, c'est que la banque ne pourra pas vendre le bien aux enchères. Habituellement, c'est ce qu'elle fait. Elle vend aux enchères, ce qui fait que souvent, le client peut être un peu lésé, parce qu'elle va mettre en fait la mise à prix du bien, ça va être au montant qui est dû au capital restendu. D'accord? Si vous devez encore 50 000 € à la banque et que la maison vaut 200 000, elle la mettra en vente aux enchères à 50 000. Parce que tout ce qu'elle veut, c'est récupérer son argent. Tout ce qui vient en plus, ça vous sera donné à vous. Donc la banque, elle s'en fiche. Tout ce qu'elle veut, c'est ces 50 000 €. Alors après, vous mettre en difficulté, elle s'en fiche, puisque de toute façon, vous êtes plus solvable, vous êtes plus intéressant pour elle. Ça, pareil, dans le financement de la il y a aussi un regard là-dessus, et donc les chouyours demandent à ce que la banque vende le bien sur le marché, de manière à ne pas léser la famille qui, par définition, est déjà dans une situation compliquée. D'accord? Et par contre, la banque aura le droit de vendre avec une décote que les chouyours qualifient de raisonnable. Une décote raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Ça veut dire que tout simplement, la banque, ça fait déjà un moment qu'elle est en difficulté parce que le client n'arrive pas à payer, etc. Il faut quand même comprendre aussi qu'elle ne va pas garder la maison pendant je ne sais pas combien de temps, la mettre en vente et attendre 6 mois, 9 mois que ça se vende. Elle va vouloir vendre vite. Qui dit vendre vite dit baisser le prix. Et par contre, ne pas brader la maison, comme ça se fait par exemple aux enchères. Et donc les chouyours disent, une décote raisonnable, c'est quoi? C'est qu'on va voir tout simplement 2-3 agents immobiliers, d'accord? On leur pose la question. Pour pouvoir vendre une maison à tel endroit, à tel prix, etc., à peu près telle valeur et tout, pour la vendre en 1 mois au lieu de 6 mois, il faut baisser de combien? S'il y en a un qui dit 5%, l'autre qui dit 10%, on va dire 7,5 trace. C'est la décote qui sera acceptable pour la banque. D'accord? De manière à ne pas léser le client. C'est assez clair pour vous? Très bien. Maintenant, dernier élément, et c'est important de l'avoir à l'esprit, ce que je vous ai dit là, ce sont, j'ai bien dit, des arrangements amiables, à l'amiable, entre la banque et le client, assistés par nous et par les chouyours qui interviennent dans ces histoires-là. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on n'en a pas eu, mais c'est comme ça que c'est prévu dans nos conventions avec les banques. Mais attention, dans le contrat que vous signez avec la banque, achat, revente, il n'y a pas écrit si vous ne payez pas, etc. Il n'y a pas écrit ça. Parce que vous imaginez bien que si on écrit ça dans un contrat, ce n'est pas des musulmans super sérieux qu'on va avoir, c'est tous les escrocs de France et de Navarre. On est d'accord? Vous écrivez noir sur blanc, là il y a un super financement, une murabaha islamique et compagnie. Quand vous ne payez pas, lâchez pas de problème. Lâchez-vous, ne payez pas.
Allez, on vous laisse du temps. Vous payez toujours pas, on vous laisse encore du temps. Et pas de surcoût, pas de pénalité. Mais oh. Je vais dire des noms, c'est chaud. Voilà, même certains de nos amis les plus chers, ils contracteraient des financements islamiques. D'accord. Donc voilà, évidemment, ça ne se présente pas comme ça dans les contrats. Le risque, c'est le risque ce qu'on appelle de sélection adverse. C'est-à-dire que si on affiche ce genre de conditions, on va s'attirer tous les escrocs du monde. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a même un majlis, un groupement de savants internationaux en finance islamique qui considère qu'on peut appliquer des pénalités. Mais attention, avec une condition. Des pénalités qui ne vont pas bénéficier à la banque. Parce que des pénalités de retard en islam, c'est interdit. N'est-ce pas? C'est interdit. Mais les banques disent, ouais, mais si on dit qu'il n'y a pas de pénalité, on va attirer tous les escrocs. Alors comment faire? Et les cheveux, en tout cas un comité de savants a répondu là-dessus en disant, vous pouvez appliquer une pénalité, comme ça va servir de garde-fou vis-à-vis du client. Ça va le mettre un petit peu sous pression, pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Et ça va vous éviter de vous attirer des clients, des mauvais payeurs, etc. Mais si un jour vous appliquez réellement cette pénalité, eh bien vous ne pourrez pas prendre l'argent pour vous. Vous devrez le donner à une association de bienfaisance, une œuvre de charité, etc. D'accord? Comme ça, la pénalité joue son rôle de garde-fou, mais vous ne la touchez pas, pour ne pas tomber dans l'interdiction de toucher une pénalité. Mais ça, nous, on ne l'applique pas. Il n'y a pas de pénalité. Autre question, je pense qu'on va se dire peut-être à 15. À 15, on termine. Vous avez 3 minutes. C'est moi qui ai 3 minutes pour répondre. On va prendre 2 dernières questions, c'est ça? Le frère? Ah, là aussi? Il n'y a pas de questions chez les sœurs? Non? Les sœurs qui ont des questions, elles ont abandonné, elles sont parties. Une? Il y a une sœur en fait qui demande si par exemple... Ça, c'est très bien joué, ça. Ah, mais sérieux? Je dis comment je vais placer une question. Je veux dire, c'est ça. C'est bien joué, Non, il y a une sœur qui demande, par exemple, dans les magasins et tout, genre les crédits à taux zéro et tout, si c'est autorisé ou pas. Crédit à taux zéro dans les magasins? Ouais. Crédit à taux zéro, tu veux dire les 4 fois sans frais, les 3 fois sans frais, voilà, 4 fois sans frais, ouais. etc. Alors, dans la plupart des cas, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, vous avez un établissement de crédit, Sofinco et je sais pas quoi, CTLM et compagnie, qui en fait vont vous octroyer un crédit en réalité, et les intérêts de ce crédit sont payés par le commerçant, par le magasin. D'accord? Donc ça, c'est problématique. Voilà. Et donc, il y avait une BD qu'un frère avait fait, je ne sais pas si ceux qui connaissent Muslim Show, il avait fait une BD là-dessus où il montrait 3-4 fois son frais avec une grande télé en fait, 105 120 cm, je sais pas quoi. Et puis après, voilà, ouais, c'est parti, et puis après il repart avec une télé plus petite. Mais voilà, payer cash. Non, j'ai trouvé ça bien. Ce système que le frère a dit, au bled, c'est répandu. Et les gens, quand ils voient taux zéro, pour eux, c'est. Ouais, parce que souvent, on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. On regarde pas ce qu'il y a derrière. Et quand on voit cet élève et tout, il faut se poser la question, si cet élève est là, moi j'achète, j'ai de l'article, il y a cet élève entre les deux, et il est là pourquoi? Forcément il gagne quelque chose, il n'est pas là pour rire aux yeux. Si c'était cet article qui disait, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien, c'est moi qui vous vends le frigo, et vous me payez en 3 fois. C'est une histoire de volume. Pas de souci. C'est une histoire de volume et de trésorerie surtout. Darty ne veut pas se retrouver sans trésorerie, donc fait appel à cet élève pour que cet élève leur avance la trésorerie, et eux ils disent quoi, Darty? Je préfère payer 5% de taux d'intérêt sur 3 mois, ça fait peanuts. Ça me coûte moins cher que de faire une promo sur mon frigo. Donc je préfère faire ça. Et puis c'est attractif pour les gens, payer en 3 fois 400 frais, etc. Ça leur permet de vendre et de prendre la trésorerie. On va acheter un frigo. C'est obligé de la Pardon? Ils sont obligés de mettre. Ils sont obligés, ouais. Ils sont obligés. Non, à la fin de total après. Ils sont obligés. Deux questions, Charles. C'est moi. 2 questions? Toi aussi, j'en avais 45. Je vais sélectionner. Je vais essayer de faire 2 en 1. Je pense que ça sera bénéfique à tout le monde. Déjà, juste avant de poser ma question, je voulais juste savoir comment vous vous définissez, en fait. Comment vous vous définissez? Vous êtes mandataire, en fait, de ces banques-là, avec qui vous travaillez.
Ça, c'est la première question. C'est juste une confirmation, plutôt. Une affirmation. Alors, nous, en fait, comment on se définit? On n'est pas banque, on n'est pas une banque, nous, on est conseiller financier. D'accord? Donc, notre travail, il est à deux niveaux. Et un premier niveau, c'est qu'on va voir les banques. Je ne dis pas à l'agence du coin, discuter avec les directions des banques, etc. Quels sont les banques, justement, avec qui vous On travaillez? va voir non, avec qui on travaille à l'heure actuelle. Ouais. On ne peut pas dire le nom des banques avec qui on travaille. On ne le dit pas. Simplement parce qu'on a des accords de confiance. Comment? Pour quelle raison? J'y viens. Premièrement, on a des accords de confidentialité relativement importants avec eux. Deuxièmement, il y a eu des histoires en 2010 quand on a fait la première transaction de financement immobilier en France, c'était avec la BRED. Là, je peux dire le nom parce que c'était sur vous pouvez même le retrouver encore dans des articles de presse. Le nom a fuité. En 3 jours, ils se sont fait lyncher médiatiquement et ils nous ont appelés pour nous dire on arrête tout. Donc, vous voyez, en général, c'est plus préjudiciable de connaître le nom que de ne pas le connaître. Après, le troisième élément, pour vous, en tant que client ou potentiel client, ou peu importe, en tout cas de ce côté-là de l'histoire, vous dire la banque avec qui on travaille, dès lors qu'on a expliqué les process, les contrats, l'origine des fonds, le contrôle de conformité, etc., au final, qu'elle s'appelle banque bleue, banque rouge ou banque verte, pour vous, et je peux comprendre la curiosité, c'est quelle banque qui le fait et tout, on a envie de savoir, mais ça, en fait, finalement, ça n'a aucun intérêt. La curiosité, en fait, c'est la question que je me suis posée depuis le début, c'est quel est l'intérêt finalement, au vu de la définition des activités bancaires aujourd'hui, et c'est une vérité, quel est l'intérêt finalement pour les banques d'aller sur cette niche? La banque, elle achète à 100 000, elle revend à 120 000. Ouais, mais ça reste caché, quoi. Comment? Ça reste quelque chose d'opaque. Opaque? Puisqu'on ne peut pas savoir avec qui on travaille finalement. Ah non, mais le client, évidemment qu'il le sait. Non, pardon, j'ai peut-être pas été assez clair. Non, le client, évidemment, il le sait. Réglementairement, légalement, il est obligé de savoir avec qui il traite. Vous imaginez, il va chez le notaire, ici, il achète une maison à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est une banque. Le client, c'est obligatoire. C'est obligatoire que le client le sache puisqu'il va signer un contrat. Ouais. Mais je veux dire, il y a plein de communication qui est mise en avant. Donc finalement, les banquiers n'ont pas un intérêt à ce que ça soit quelque chose de connu. Donc c'est aussi peut-être ça qui fait que vous avez vendu que 1000 Non, milliards. ça n'a rien à voir parce qu'en fait, comme je disais, nous, notre métier, il est à deux niveaux. Premièrement, on traite avec les banques, on leur apporte une expertise. C'est l'ingénierie financière. On vient, on leur dit, voilà comment ça marche, on en marchera. Et il y a une clientèle qui est là. Est-ce que vous voulez travailler avec nous ou pas sur ce marché de niche? Oui ou non? Oui, marhaba, on y va. On met en place le système chez eux, avec tous les systèmes informatiques, légaux, risques, et comptables, etc. Une fois que c'est prêt, ensuite, qui va proposer ce financement aux clients? C'est nous, c'est pas eux, parce qu'ils ne veulent pas s'afficher. Donc c'est nous, et donc ça c'est notre deuxième casquette de conseiller financier vis-à-vis de nos clients. Donc nos clients viennent nous voir, voilà ma situation, voilà mes revenus, voilà ceci, cela, qu'est-ce que je peux faire? Et on conseille nos clients sur les placements, sur le financement, sur la structuration, sur le testament, sur la zakat, sur etc., etc. On fait du conseil financier conforme à l'éthique musulmane avec nos clients. Et donc, sur le financement immobilier, effectivement, les banques avec qui on travaille, elles ne vont pas crier sur les toits, venez chez moi, je fais du financement islamique. Elles ne veulent pas de ça. Parce que comme je vous l'ai dit en 2010, vous savez bien, une banque classique qui a 5 millions de clients, elle dit demain, oui, je fais de la finance islamique, venez me voir. Sur ces 5 millions de clients, il y en a au minimum un tiers qui disparaît. Pourquoi? Vous faites de la finance islamique? Ah ouais, je m'en vais. Et c'est ce qui s'est passé en 2010, j'en parlais juste avant. Donc aucun intérêt. Donc c'est bon, c'est pas le sujet. On est d'accord sur ça. On sait dans quel monde on vit et à quelle heure on est. Donc du coup, la définition. Mais ça me convient, on est d'accord. C'était juste. Ça me convient, je veux dire. Il n'y a pas d'histoire de ils sont pas cool, ils n'assument pas. Non, non. Les faits sont là. Aujourd'hui, dire je fais quoi que ce soit pour les musulmans, ça pose problème. Eux, ils sont orientés quoi? Business is business. Moi, j'ai aucun intérêt à dire que je fais ça. Je le dis pas. Et je traite avec quelqu'un qui, lui, va s'occuper de parler avec les clients. C'est très pragmatique. C'est pragmatique et. C'est triste, on est d'accord. Et c'est pragmatique. Et au moins, l'idée c'était de redéfinir comment vous vous placez en fait dans le chiffre. Donc, on peut pas réellement parler. Le terme qu'on utilisait tout à l'heure de banque islamique, ça n'existe pas encore. La banque islamique n'existe pas. C'est la France, le financement. Transaction. Exactement. Voilà. Oui, en France, comme ça. Donc après, vous avez parlé tout à l'heure de SCPI, en fait, Société Civile de Placement Immobilier.
dans les sociétés de civil placement immobilier, en fait, il n'y a jamais qu'une poche d'immobilier. C'est impossible. C'est-à-dire Il y a forcément des actions. non, pas dans les SCPI. Pas dans les SCPI, dans les OPCI. C'est les OPCI. Dans les SCPI, il y a souvent d'autres poches Non. C'est interdit par la loi. Une SCPI ne détient que de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle. Peut détenir du monétaire. Le monétaire, c'est pas des vrais mobiliers. Ça reste des réserves d'argent qui sont rémunérées par des taux. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle la SCPI qu'on a mis en place, elle répond à 3 éléments. D'accord? Nous, on est allé voir, là encore, des sociétés de gestion qui gèrent les SCPI, et on leur a dit, nous, les SCPI, donc le placement en immobilier et tout, on pense que, d'un point de vue des caractéristiques de ce produit, rendement, risque et tout, c'est super pour nos clients. Sauf que vos SCPI que vous faites déjà là, elles ont 3 problèmes pour nous en tant que musulmans, d'un point de vue de la conformité éthique. 3 problèmes. 1, vous investissez dans des locaux, parfois il y a des activités qui ne sont pas halal. Ça, on n'en veut pas. 2, parfois, vous empruntez de l'argent, parce que les SCPI, elles empruntent aussi. Elles contractent des crédits pour pouvoir acheter des immeubles plus chers. Donc ça nous pose problème aussi. On ne veut pas se retrouver à être associé dans des crédits. Ça, on n'en veut pas non plus. Et 3e élément, quand vous avez de la trésorerie qui dort, tout à l'heure je parlais des 1,5 million, 2 millions actuellement de la trésorerie qui dort. Les SCPI standards, quand elles ont de la trésorerie qui dort, elles en font quoi? Elles font des placements à intérêt. Voilà. Et donc ça, on leur a dit, voilà, nous, ces 3 choses-là, on n'en veut pas. Donc on fait une SCPI de 0, une nouvelle SCPI, qui inscrit dans ses statuts pas de placement de la trésorerie, pas de recours au crédit, et uniquement des investissements dans des secteurs d'activité qui sont conformes à l'éthique musulmane, avec un listing des secteurs, etc. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc dans les statuts de la SCPI. Il y a également un comité de conformité éthique, donc un comité avec qui on travaille, qui vient vérifier, etc., que tout est bien cohérent, etc. Et à chaque fois que la société de gestion est intéressée par un immeuble, ils repassent par nous pour qu'on leur valide le fait que cet immeuble-là, il répond bien aux conditions. Quand bien même les conditions sont écrites noir sur blanc, on a rajouté le fait que, attention, n'allez pas interpréter vous-même. Parce que parfois il peut y avoir des nuances. Voilà, eux ils peuvent se dire, oui, là je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Par exemple, c'est Renault. Voilà, Peugeot, je ne sais quoi. Bon, c'est une activité qui est halal, bismillah, on y va. Et après, nous, on va arriver en disant, ah, c'est pas bon. Et ils ont une banque, donc ça va pas. Vous voyez, eux, ils pourraient dire, mais moi, j'ai interprété à ma manière ce qui est écrit là dans les statuts, mais en fait, c'est pas. Il faut être plus fin que ça. Donc, il y a toujours un check antérieur, avant que la société de gestion aille acheter un immeuble, on donne le go. Ok. Dernière question, je pense quand même. On parlait de limites, enfin de non-limites dans le bénéfice suite à un acte de vente. En fait, comme vous êtes intermédiaire, vous êtes commissionné par la banque. Est-ce que, je prends un exemple très concret, on a un bien ici à Pessac qui vaut 200 000 €, avec les différentes caractéristiques qui lui sont propres. Donc le marché est à 200 000 €. Combien en fait vous allez vendre le bien et qu'est-ce qui va justifier, à part le fait que ça demande des efforts de paperasse, qu'est-ce qui fait qu'on justifie aussi le prix qui est plus élevé? À combien il serait dans un cas comme celui-ci? Alors qu'est-ce qui justifie le prix plus élevé? J'en ai parlé tout à l'heure. On en a parlé. Donc ça c'est bon. Après, c'était quoi? Qu'est-ce qui justifie et alors, dans la marche que vous faites, ouais. Le fait qu'effectivement on ait alors l'exemple c'est de répondre sur un bien. Ah oui, par exemple, un exemple de simulation. Ouais. En fait, j'ai pas d'exemple. Enfin, il faudrait sur le site vous pouvez le faire en 30 secondes, même pas besoin de s'inscrire ni rien. Faites une simulation, vous avez les chiffres, mais je dirais de mémoire entre 15 et 25% la marge, entre 15 et 25% du prix du bien. Global, hein. C'est pas annuel, pas 15% annuel. Qui correspond en fait à l'apport.
Si c'est 15, oui, mais en général, c'est plutôt. Voilà, ça dépend de la durée, ça dépend de l'apport, ça dépend de tout ça. Mais l'apport, attention, l'apport, il y a une partie qui part en apport, en premier paiement, et il y a une partie qui part en frais de notaire. Donc il faut mitiger ça. Frais de notaire, je ne le compte pas. Comment? Je ne le comptais pas dans. Nous, on le compte, parce que nos clients, de manière générale, en France, éducation financière, tous les Français ont une éducation financière assez limite, et dans la communauté musulmane, c'est encore plus accentué. Pourquoi? Parce que pour la plupart, on ne s'est pas intéressé à ces sujets-là en se disant que de toute façon, c'est pas pour moi. On a rencontré, nous, dans les premiers mois de notre activité, des ingénieurs qui ne savent pas ce que c'est un notaire. Donc quand vous leur dites il faut ramener 5% d'apport, il vient avec 5%. Et là, vous lui dites, mais le notaire, vous allez faire comment? Ah bah moi, vous m'avez dit 5%. Vous voyez? Donc ce présupposer que les frais de notaire seront payés par le client, il n'y a personne qui est au courant de ça dans la communauté, en tout cas l'immense majorité. Du coup, on a préféré afficher les choses de manière différente en intégrant les frais de notaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où vous allez passer chez le notaire avec la banque, vous arrivez avec vos 15% d'apport. En réalité, il y a 10% qui vont pour payer le notaire. Et il n'y a que 5% réels qui vont en apport. Donc ces 5% sont loin des 15, 20, 25% de marge. Si c'était la connexion que vous avez fait. Oui. J'avais vraiment beaucoup de questions, mais là, comme il est tard, je vais être raisonnable. Et le reste, je pense que je me débrouillerai avec l'imam. Ça le reste, je me débrouillerai avec l'imam. Service après, je pas. Non, je vais quitter un peu le cadre des questions qui ont été posées jusqu'à présent. Je voulais juste savoir, est-ce que dans votre structure, vous avez des solutions pour les besoins en trésorerie de certaines structures? Malheureusement, tout ce qui est financement professionnel, aujourd'hui, on ne fait pas malheureusement. D'accord. Donc, je vais quand même poser la deuxième question. Est-ce que vous pensez que l'affacturage rentre quand même un peu dans l'éthique islamique? L'affacturage? La facturage, c'est problématique. D'accord. L'affacturage, c'est du rachat de dette. Et une dette en islam, elle ne peut être cédée que on appelle ça au père, c'est-à-dire en fait à sa valeur initiale. Si moi, j'ai une facture, j'ai fait une prestation, j'ai vendu un produit à monsieur, et monsieur me doit 1 000 €. Moi, j'ai une facture là, mais j'ai besoin d'argent. La facturage consiste en quoi? Je vais vendre cette facture à monsieur, elle vaut 1 000, je vais lui vendre à 950. Parce que j'ai besoin de cash. Et lui, il a payé 950, il va récupérer 1000 après. Il a gagné 50. Ça, c'est considéré comme de l'intérêt, d'un point de vue religieux. Et donc, la seule option possible, c'est que moi, je vous donne ma facture, je lui donne ma facture, et il me donne 1 000 €. Sauf que pour lui, ça n'a aucun intérêt de faire ça. S'il le fait, c'est juste pour me rendre service. Donc au final, il n'y a pas matière à développer une activité sur ça. Il ne peut pas en faire un business. D'accord? Je vais sur la troisième question, pourtant j'ai promis de ne pas être long. Non, mais là, ça ne se fait pas trop ici, mais c'est des choses qui me choquent, parce que ça existe un peu dans certains pays, c'est de créer la pénurie pour pouvoir augmenter ses marges. Ouais, c'est d'un point de vue, j'ai pensé à ça parce que tout à l'heure vous avez fait allusion au fait qu'on peut mettre sa marge autant qu'on veut. Je vais dire, à un moment donné, on ne peut vendre que quand il y a pénurie. Bien sûr. En fait, il faut distinguer deux choses de ce que vous avez évoqué. Premier, le fait de pouvoir appliquer des marges sans contrainte, de ne pas avoir de contrainte sur la marge, n'est pas directement lié au fait de créer artificiellement des situations de pénurie. D'accord? C'est pas lié. Si je suis juste un très bon commerçant, j'ai acheté un produit à 1, je le vends à 2, j'ai fait 100% de marge, je suis juste un très bon commerçant. J'ai pas pour autant forcément créé artificiellement de la rareté en faisant croire au marché, et donc à la demande, aux clients, aux acheteurs potentiels que attention c'est le dernier, etc., etc., pour que les prix montent. Je suis juste un bon commerçant.
Donc il faut distinguer les deux choses. Sur la partie justement le fait de garder par exemple les stocks, etc., volontairement pour créer des situations artificielles, on va dire, de pénurie et déséquilibrer le rapport entre l'offre et la demande pour faire augmenter les prix, c'est une pratique qui n'est pas licite en islam. Alors moi je suis comme le frère, j'ai plein de questions, mais je vais faire rapide, je vais vous poser qu'une seule. Ça sera pour l'imam. Là, je donnerai mes coordonnées, Inch'Allah, à Ahmed Lezage, à Ahmed. Aucun problème, vraiment aucun problème. Ceux qui veulent me contacter pour des questions, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, pas de souci. C'est à propos du produit d'épargne. Donc du coup, j'avais une question comme l'argent que l'on donne, il est utilisé pour acheter un bien immobilier. Du coup, lorsqu'on va récupérer notre argent, est-ce qu'on peut le récupérer facilement du jour au lendemain ou est-ce qu'il y a un délai ou autre? Alors, l'immobilier, de manière générale, ce sont des investissements, des placements de long terme. Pourquoi? Est-ce que c'est cohérent d'acheter un petit studio, le mettre en location et au bout d'un an, on le revend? La fiscalité. Non, pourquoi? Parce que au-delà même de la fiscalité, il y a des coûts importants dans l'immobilier. L'entrée dans l'immobilier coûte cher. Il y a des frais de notaire, il y a souvent un agent immobilier dans la transaction, parfois on fait des travaux, etc. Tout ça fait que pour amortir cet investissement, il faut un certain temps. D'accord? Donc si vous vendez un appartement après avoir acheté 1 an après ou 2 ans après, même si vous l'avez loué pendant 2 ans, vous allez perdre de l'argent. D'accord? Et bien là, c'est la même chose. Dans une SCPI, c'est de l'immobilier. Il y a toujours les frais de notaire, il y a toujours les agents immobiliers, etc. Donc il y a des frais à l'entrée qui font que si on revend ses parts au bout de 1 an, 2 ans, on perd de l'argent. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible. On peut revendre ses parts et récupérer son argent. Donc l'argent est disponible. Mais ce n'est pas recommandé parce que ce n'est pas intéressant économiquement. Donc c'est pour ça que sur les SCPI, on recommande toujours une durée de placement, on va dire minimum de 5 ans, voire 8 ans, voire même 10 ans. D'accord? Après, nous, en tant que musulmans, il y a aussi une spécificité, c'est que dans ce placement-là, on ne paye pas de zakat. La zakat n'est pas due. D'accord? Donc, en plus du rendement de, là je disais, on a versé 4% dernièrement, en plus des 4%, vous avez une économie, entre guillemets, de 2,5% de zakat. Si on cumule ça et qu'on compare avec un compte courant, par exemple, sur lequel on laisse dormir son argent et qu'on perd 2,5% entre guillemets dessus, ça fait un décalage de 6 à 7%. Ça, pour compenser les frais de l'immobilier, frais de notaire en général c'est 8-10%, agent immobilier c'est 4%, on est minimum entre 10 et 15%. Donc pour compenser ça, il faut au moins 4-5 ans habituellement. Avec la zakat, au bout de 2 ans, 3 ans, déjà, on est à peu près à l'équilibre. Et après, on devient rentable. D'accord? Donc, il faut garder à l'esprit que quand vous voulez placer de l'argent dans ça ou dans autre chose, il faut toujours avoir en tête l'horizon de placement. Et donc, dans votre épargne, il faut vous poser la question de quelle proportion de mon argent j'ai besoin immédiatement, ou dans 1 an, dans 2 ans, et quelle est la proportion de mon épargne que je peux mobiliser sur un placement de plus long terme. D'accord? Du coup, c'est une somme qu'on doit placer en une fois, ou est-ce qu'on peut aller tous les mois? Vous pouvez faire un versement. Alors, le versement initial, pour commencer déjà, pour devenir épargnant dans la SCPI, c'est un versement minimum de 1 000 €. D'accord? Au départ, ce qu'on appelle le versement initial. Ensuite, vous pouvez faire des versements programmés. Donc, mensuellement, vous pouvez verser une somme en prélèvement automatique. Et dernière possibilité aussi, ce sont les versements complémentaires. Je sais pas, vous avez touché une prime ou je ne sais quoi. Voilà, vous voulez faire un versement complémentaire, vous pouvez le faire aussi. On va continuer peut-être pour on va vraiment combien on donne de questions? En tout cas, pour ceux qui doivent y aller, on ne vous en voudra pas, on va attendre le photo. Et sur ceux qui ont d'autres questions ou autres, les coordonnées sont laissées. Et ceux qui ont encore des questions, les derniers combattants. Juste les frères, si vous... excusez-moi, juste bon, comme ça on finit ensemble, s'il vous plaît. Juste, si on part un à un comme ça, s'il vous plaît, comme vous êtes encore là, un peu de rester, s'il vous plaît, ouais. Comme ça on garde cette petite jama, on sort ensemble, c'est mieux, Inch'Allah, s'il vous plaît, ouais.
Ouais. On dit 5 minutes? Ouais, 5 minutes, Inch'Allah. Allez, 5 minutes en clôture. Hein. Et après, ça va être le frère à l'être. Moi, je suis venu vraiment en retard et je voudrais que vous repassiez en fait la revue rapidement les conditions et voilà. Parce que je suis venu vraiment en retard. C'est vrai, il m'a envoyé un texto maintenant, il me dit c'est quand le. Voilà. Malheureusement, j'ai complètement oublié après. Je l'ai répondu. Mais c'était quoi la question? Les conditions de quoi? Les conditions pour contracter. Pour le financement immobilier? Oui, le financement immobilier. C'est très simple. 15% d'apport minimum. La durée maximum, c'est 20 ans. Le bien immobilier doit être existant. On ne fait pas de vente dans le neuf, construction, tout ça. Et situé en France, évidemment. Et ensuite, la mensualité ne doit pas dépasser le tiers de vos revenus. Voilà. C'est clair? Oui, c'est clair. Vous trouverez les informations sur le site internet. Ça va. Comme ça. Moi, je voulais revenir sur. Je voulais revenir sur la question de fait que ça soit licite. Vous avez dit que vous faites du commerce, en gros, et c'est le fait que vous achetez le premier et vous revendez le 31, c'est ça qui rend l'opération licite. Et on sait bien que dans le milieu bancaire, plus c'est risqué, plus c'est cher. Vous avez même justifié le fait que le coût est cher par rapport à ça. Mais je ne comprends pas pourquoi l'assurance, par exemple l'assurance décès, qui dans le classique coûte environ 30% à 50%, ça dépend des personnes et de leurs profits. Je ne comprends pas pourquoi ce risque pourtant qui est grand, qui est échelonné dans un temps très long, vous dégrisez ça et vous justifiez juste le fait de pouvoir acquérir pendant quelques jours et considérer ce risque plus que le risque de décès, de perte d'emploi, de chômage, ainsi de suite. Là, je veux bien comprendre pourquoi. C'est une bonne remarque. En fait, tout le monde a compris la question du frère. En fait, le frère dit, quand j'ai expliqué pourquoi est-ce que le financement Murabaha coûte plus cher qu'un crédit classique, j'ai donné différentes raisons et je n'ai pas évoqué le fait qu'il n'y a pas d'assurance. Et donc, du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'assurance fait quand même courir un risque plus important à la banque par rapport à un crédit classique. C'est une bonne remarque. Pourquoi je ne l'ai pas cité? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans les contrats, factuellement, il est écrit quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, ça. Il est écrit que si vous ne payez pas en temps et en heure, on prend la maison. Fin de l'histoire. D'accord? Donc, en fait, les arrangements qui sont trouvés, c'est vraiment marginal. D'accord? C'est vraiment du cas par cas. Et en plus de cela, le fait qu'il n'y ait pas d'assurance, c'est plutôt en amont, c'est intégré dans la rigidité, on va dire, de l'analyse des dossiers. D'accord? La banque va être, les banques avec qui on travaille, pourquoi elles, par exemple, 20 ans, ça a été douloureux pour négocier les 20 ans. Au début, ils voulaient faire que 10 ans, ensuite que 15 ans, etc. Pourquoi? Ils nous disaient, mais il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. 20 ans, c'est long, il peut se passer plein de choses. On ne va pas faire 20 ans sans assurance. D'accord? Donc en fait, cette problématique de l'absence d'assurance, elle était compensée par des conditions plus restrictives, et non pas sur le coût. D'accord? Pourquoi? Parce que le coût, il est déjà suffisamment impacté par les autres paramètres. Et pour aller plus loin, parce que vous avez l'air de connaître un peu le sujet, si on augmente trop le coût, on va tomber dans quoi? Justement, c'est vous connaissez la réglementation bancaire? On va tomber dans l'usure. Moi, en fait, le point que je pointe généralement, au début, vous avez dit qu'il y a des gens qui disent que votre opération masque en fait l'intérêt que vous ramenez doucement sur le plan du commerce. On peut se poser la question, parce que si on sait bien derrière les banques, surtout l'immobilier, ce n'est pas le taux 1,75% qui est intéressant pour les banques, c'est justement ces différentes assurances, les options, les hypothèques. Même ce que vous dites, le fait que vous saisissiez la maison, si la personne ne paie pas, les banques en classique aussi, ils font pareil. Malgré qu'on a des assurances qui sont censées payer, si on a un défaut de paiement, ils tombent sur la maison de suite, ils les revendent, et puis voilà. Mais on n'a pas dit que tout ce que fait une banque est haram. Justement. Une hypothèque en islam, ça existe. Allah, le prophète, quand il est décédé, il avait sa cote de maille et un gage chez un commerçant juif.
L'hypothèque en islam, elle est connue. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dans ce que pratique la banque, il y a un certain nombre de choses. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est haram, haram. Le tout est haram parce que dedans il y a des choses haram, mais ça ne veut pas dire que si on décortique, une hypothèque en islam, c'est pas haram. Ce n'est qu'une composante d'un ensemble qui lui est haram. Mais cette composante-là, elle n'est pas haram. L'hypothèque, il n'y a personne qui dit qu'une hypothèque c'est haram. Non, je ne parle pas de l'hypothèque. Ce n'est pas mon sujet, l'hypothèque. En fait, c'est les faits que je ne comprends pas pourquoi votre financement abandonne carrément les assurances, pourtant qui est vital pour les grandes banques, parce que c'est elles qui sont derrière les assurances. C'est le cœur même du monde immobilier, c'est les assurances, ce n'est pas les taux de 1%, 0,75%. On sait que 0,75 avec les mensualités, ça va venir sur un crédit de 300 000, on rembourse 70 000, mais 30%, jusqu'à 40, 50, 60% du montant initial comme assurance. Par exemple, il y a des profits, il est noir, il est jeune, il est petit, il est âgé, ainsi de suite. Il y a ces profits qui rentrent en compte aussi pour calculer globalement ce que la personne doit payer. Par exemple, bon, comme on a pris l'État, si je reviens par exemple, vous dites que vous faites du commerce, vous savez bien, pour le même bien, moi, et quelqu'un qui gagne plus que moi, si on se présente sur le même bien, vous ne le vendrez pas au même prix. Pourtant, vous faites du commerce. Par exemple, la maison que je vois, à mon avis, en tout cas, ça sert à curieux qu'un jeune de 25 ans ait le même montant qu'un vieux de 70 ans. Bien sûr. C'est possible. Mais c'est une analyse de risque. Ce que j'explique tout à l'heure, analyse de risque. La marge, elle va être. Tout à l'heure, j'ai parlé des risques, c'est là. D'accord. Donc le risque avec les melons, il est différent en fonction de où je suis, de quel produit on parle, etc. D'accord. Donc en fonction du client, de son âge, de où est situé le bien, de quel niveau d'apport il a, etc. Tout ça va donner une appréciation générale du risque dans le financement. Et en conséquence, le coût qui va être, le prix qui va être pratiqué. Mais c'est une transaction. Vous arrivez avec une maison, on s'assoit tous les deux, on discute. Et moi, je vais analyser l'ensemble des risques de la transaction et je vais dire, bah, cette bouteille, je vais la vendre à 1,50 €. Moi, je pense que si c'était le commerce, le pain qui est à 90 centimes au boulanger, que ce soit pour moi, que ce soit à la vieille dame, on l'achète au même prix. Mais là, on revient à la question qu'on a abordée tout à l'heure. Tout à l'heure, on a abordé une autre question. Ça revient à la question qu'on a abordée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a besoin, vous avez parlé de pain, mais le pain, il y a un boulanger, il a des baguettes et il vend ses baguettes tout le monde pareil. Là, tout à l'heure, j'ai dit quoi? Il y a un avis, notamment l'avis de Cheikh Al-Ben qui considère que le fait de ne pas avoir un catalogue, un stock de biens immobiliers à présenter, il considère que ça vient dénaturer la transaction commerciale. L'immense majorité des savants répond à cela que ce n'est pas une condition de licéité de la transaction. Donc, on est déjà de facto dans des transactions au cas par cas. Il n'y a pas comme ça un stock qui est présenté à tout le monde. Venez acheter, cette maison elle est à 120, cette maison elle est à 130, cette maison elle est à 140, venez vous servir. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est transaction par transaction. Et quand bien même vous avez un boulanger qui vend des baguettes, si demain vous voulez, vous dites je veux je sais pas moi, un gâteau spécial avec un truc que pour moi, personnalisé, etc. Peut-être que demain, il y en a un autre client qui vient qui vous demande lui aussi un truc personnalisé, et en fonction de la personnalisation, qui n'est pas pareil pour vous et pour lui, le prix sera pas le même. Et pourtant, la baguette, elle sera le même prix. Je pense qu'on va... On avait dit 5 minutes. On va, ouais. Juste une seconde, on laisse le chef faire de pour votre attention, je vais laisser le coordonner à Warman et à tous les déjà. Cher Mohamed, si vous avez besoin, on est aussi disponible sur les réseaux sociaux, il y a un numéro de téléphone, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des choses qui ont été dites ici, qui ont été cohérentes et productives, etc., c'est par la grâce d'Allah. S'il y a des bêtises qui ont été dites, c'est par ma faute et je m'en excuse. Si j'ai pu offusquer quelqu'un parmi vous d'une manière ou d'une autre, je m'en excuse aussi sincèrement. Et encore une fois, qu'Allah vous récompense pour l'effort que vous avez fait. La Fécom, c'est vraiment un honneur pour vous avoir. Il est tard, on a commencé à 18h et quelques, il est pratiquement 22h. Machallah, donc c'est la preuve que vous avez un vrai souci de vous rapprocher d'Allah à travers également les actes du quotidien. Donc c'est tout à votre honneur, qu'Allah vous préserve, vous accorde le meilleur. Et à très bientôt, Inch'Allah.
Machallah, et Amin, barakallahu fik, Allah te préserve et toute l'équipe avec qui tu travailles. Ça fait plaisir de te voir à Bordeaux. Abdurrahman nous parle souvent de vous. Vraiment, c'était l'occasion. Alhamdoulilah, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était à Paris. Ouais, ça fait un petit moment. Ça va vite, hein? Mais là, ça fait vraiment plaisir et je crois, bon, il y a des spécialistes un petit peu, machallah, ça fait plaisir, mais avec ta patience et leur patience, c'est ça aussi l'islam. C'est-à-dire qu'on peut discuter des sujets et garder toujours la sagesse, garder toujours la foi, garder la fraternité. Vraiment, ça fait plaisir. Alhamdulillah, je crois que c'est vrai, on est un petit peu fatigué, mais on aimerait bien que tu continues. Hein. J'espère qu'on va. Abdurrahman m'en a parlé aussi hier, parce qu'il y a beaucoup de mosquées. Aujourd'hui, c'est un sujet, moi, les frères qui me posent ces questions, les détails, je ne connais pas. Donc, j'ai ton numéro, on va l'afficher. Maintenant, ça fait vraiment plaisir aussi de voir les sœurs avec nous participer. C'est rare aussi d'avoir ces assises comme ça, les sœurs qui sont là. En général, les sœurs, des fois, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Il y a des cours que j'ai fait, par exemple, tous les mardis, que je trouve dommage. J'en parle tout le temps sur le mariage. En ce moment, on est sur les problèmes de couple. Et il y a des frères qui, c'est sûr, qui disent à leurs épouses, ne venez pas, pourtant Jésus. Mais il faut que les sœurs assistent, venir, participer, partager. On va faire ça. Les femmes, à un moment donné, ils l'ont attrapé, et à Rasoul, qui donne plus de temps aux hommes. Et c'est ça le Bukhari. Mais nous, le Conseil nous dit, prenez le jour que vous voulez et où vous voulez. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire donc les femmes doivent venir apprendre, écouter, participer, débattre et ainsi de suite. Et on enlève aussi cette fausse pudeur qui n'existe pas en islam. Il y a des frères, des fois, quand ils voient une sœur passer, ils dirait, excusez-moi, ils ont vu, subhanallah, quelque chose qui est négatif. Et tu vois comment on ne doit pas parler aux sœurs. Et ce même frère, tu le vois à Auchan ou à Lidl, il est un da'iya là-bas, machallah, avec nos sociétés. Il faut venir, les sœurs, venir, participer, dire ce que vous avez à dire. C'est ça l'islam. Allah, quand il dit, on récite les versets de al-muslimin wal muslimat. J'aime bien ces versets parce que ça, en fait, on voit les sœurs. Wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat. Il faut que les sœurs arrivent. Aujourd'hui, sur le voile, tout le monde s'est plaint. C'est plus que les hommes qui parlent. Les femmes, c'est à elles de venir parler. Moi, je monte sur le minbar et je prends mes expressions vite fait et j'essaie de, mais il faut que les sœurs viennent participer. Et vraiment, ce sujet, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'assiste à un sujet comme ça, et ouvert, alhamdoulilah. Et Abdurrahman s'est dit, il y a beaucoup de mosquées. Inch'Allah, on va réorganiser la chose comme ça, vraiment avec la fédération. Et c'était un peu juste, sinon on aurait pu inviter les autres. Comme ça va être, masha'Allah. En tout cas, barakallahu fikum. Tout ce temps passé ici, nas'alullah أن يكون هذا الوقت حجة لنا يوم القيامة ونورا لنا في قبورنا وكذلك حجة لنا حتى الجنة مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. On remercie tout le monde sans cesse. Amin, barakallahu fik. Abdurrahman, il vient de Paris, il est KO, vraiment depuis hier, et qu'Allah le préserve. Vraiment, faites beaucoup de doigts à notre président. Vraiment, faites-lui beaucoup de doigts. Moi, quand je pars des fois, les frères me disent, Mohamed, toi, tout le temps on te voit, tu n'as pas de temps dans ta famille. Et moi, je rigole, je dis, Abdurrahman est là, donc ça me donne encore du courage. Mais il faut faire des doigts aux frères à qui on a donné des responsabilités, tels que l'imam, tels que le président, tels que les frères. Nous tous, on est responsables. Mais aujourd'hui, des fois, Abdurrahman nous faisait peur dans certaines réunions. Des fois, il disait, s'il faut mettre un parmi nous en prison, si jamais il y a un problème, c'est moi. Donc, on est tous là, on dit, alhamdoulilah, c'est pas nous. Donc, il faut faire des doigts à des frères qui prennent leur temps. Wallahi, c'est pas parce qu'il est là. Des fois, je lui dis, je dis, subhanallah, qu'Allah récompense nos épouses. Vraiment, subhanallah. Moi, mon épouse vient de m'envoyer un texto. Je crois qu'on s'est vu, c'était quand? Depuis ce matin, vers Fajr, je crois, quand je suis venu. Et là, il m'a envoyé un texto, il y a pizza.
Ouais, elle essaie en fait de me. Ouais. Et la dernière fois, je suis rentré avec mon bouquet de fleurs, je lui posais un petit peu comme. Mais c'est un sujet. Mardi, vendredi, samedi, dimanche, les cours. Les sœurs venaient, les frères venaient assister. Et demain, surtout le cours du Coran, la mémorisation, l'apprentissage, Inch'Allah, qu'Allah préserve tout le monde. Qu'Allah nous préserve. S'il y a des malades parmi nous, ou il y a des frères ou sœurs qui ont des connaissances malades, qu'Allah les guérisse. Qu'Allah nous guérisse de toutes ces maladies. Les maladies corporelles, mais surtout, comme on le dit tout le temps, les maladies du cœur. Qu'Allah nous guérisse. Qu'Allah nous guérisse tous. Les morts, dans nos familles, dans nos connaissances, dans le Ummah, Allah nous fait le Allah et nous qui sommes ici, on essaie d'apporter le frère qui vient de loin avec son équipe depuis subhanallah, je suis venu, je les ai trouvés ici, subhanallah. Et je l'ai vu tout à l'heure manger à côté. Amin, qu'Allah te préserve toute ta famille, préserve ton équipe et qu'Allah soit avec